j'ai retourné à Montréal avec rien. J'avais pas de job encore. J'ai trouvé un autre job dans les ventes. J'étais en Los Angeles quand Concordia m'a appelé. Brad Collinson, t'es entraîneur-chef des Stingers de l'Université de Concordia. Mais pendant ce off-season-là, Jerry McGrath, mon entraîneur-chef, il était au camp des Alouettes. Puis il cherchait quelqu'un qui faisait long remise. Jim Pop m'appelle et dit « Ouais, il faut que tu reviens à Saint-Jean pour signer quelque chose. » Donc moi, je pensais que c'était comme pour me faire libérer. Je rentre. C'est Marcel Desjardins puis Jim Pop devant moi, puis il dit « Garde, on t'offre un contrat. » Glenn, j'ai pu comprendre qu'il y a eu quand même un très grand impact sur ta carrière de coach. Ah, Glenn, tout ce que j'ai réussi à atteindre jusque-là, c'est grâce à lui. Glenn m'a dit « Garde, c'est ça que tu veux? » Je dis « Oui, c'est ça que je veux. Je veux être un entraîneur-chef à un moment donné. » Puis il a dit « OK, garde, si c'est ça que tu veux, j'ouvre les portes. Je vais tout te montrer. » De A à Z, comment rouler un programme. T'avais une vision? C'était quoi cette vision-là? Côté académique, le moyen d'équipe était 1,98. Donc, l'équipe coulait. Quoi? Là, je suis fier de dire, notre moyen d'équipe présentement, là, aujourd'hui, c'est 2,8. On a gradué 19 joueurs. Est-ce que tu te considères plus comme un coach de football ou comme un développeur de personnes? C'est à moi à regarder dans le miroir. Est-ce que ma façon de faire, ça aide l'individu? Mais si tu lèves le ton, c'est hyper important d'aller le voir après. Je crois dans le processus. Je crois dans le développement. Je crois dans apprendre. Il y a plein de monde présentement, il veut tout là. Prends ton temps. Be indispensable. Donne-moi 30 secondes de ton temps. J'ai 2 choses importantes à te dire. Premièrement, je veux prendre le temps de te remercier d'être là à tous les vendredis, d'écouter mon show. Ça représente le monde pour moi. J'apprécie énormément. C'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Deuxièmement, en parlant de rêve, c'est un rêve qui fait juste commencer. Donc, si tu es nouveau ici, s'il vous plaît, fais comme les 27% des gens qui me suivent sur cette application-là et abonne-toi. Voici ma promesse envers toi. Je vais tout faire en mon pouvoir pour rendre ce show-là le meilleur possible maintenant et dans le futur. Je vais aller chercher les invités que vous voulez avoir sur le podcast, que vous voulez entendre, et je vais continuer à faire ce que vous aimez tant du show du vendredi. Sur ce, dans ma chambre d'étudiant, merci. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, on commence notre... Excuse-moi. Première fois que je me rends dans mon intro de ma vie. C'est quoi? Je vais la garder, celle-là. Brad Collinson, en studio. Merci, man, de continuer notre série universitaire avec les head coachs. C'est ce que je voulais dire, en fait, dans mon intro. On commence notre journée, c'est ça que je voulais dire. Mais d'être venu en studio parler de Concordia, j'apprécie, man, c'est vraiment smart que tu te sois déplacé, venez parler du programme, venez parler de ta vision de coaching, de venir nous partager ton expérience aussi. J'ai vraiment hâte qu'on jase, ça va être super intéressant, oui, j'en suis certain. Chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Brad, voici ton intro. Brad Collinson. Tu es entraîneur-chef des Stingers de l'Université de Concordia. Tu es originaire de Saint-Bruno. Tu es un véritable produit du programme. Tu as joué 3 saisons avec les Stingers à la position de centre et long snapper. Tu as été capitaine et tu reçois 2 fois le Hall McCartney Trophy comme meilleur joueur de ligne offensive. En 2003, tu signes comme agent libre avec les Alouettes de Montréal. Tu commences ta carrière de coaching assez rapidement avec ton alma mater en 2004, qui est les Stingers de Concordia, avec lesquels tu as plusieurs postes importants, dont coordonnateur offensif, adjoint et responsable du recrutement. Pour les 8 saisons suivantes, tu t'as joint au staff du Rouge et Or avec Glenn Constantin. Vous avez remporté 4 Coupes Vanier. À ton CV, tu as aussi 2 titres internationaux, 4 médailles d'or à la Coupe canadienne. En novembre 2018, tu deviens le 6e entraîneur-chef de l'histoire des Stingers de Concordia. Brad, bienvenue sur le Game On. Pour les gens qui vont te découvrir aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de ton histoire. De où que ça a parti le football, comment que c'est rentré dans ta vie, le sport? Parfait. Mais regarde, moi, j'ai grandi à Saint-Bruno, comme tu as mentionné. Mon père a joué au football universitaire, mais il n'a jamais poussé ça sur nous, comme les enfants, rien. On a joué hockey, baseball, basketball, tous les sports. Puis à un moment donné, moi, j'étais gros. Donc, le hockey, c'était pas pour moi. Puis finalement, j'ai dit, nous, on sautait une clôture, puis on était sur le terrain de football à Saint-Bruno. Non, oui, c'était vraiment dans notre cours.
Donc, j'ai mentionné que je voulais commencer à jouer. Puis mon père, il a dit, OK, on y va. Puis moi et mon frère, on a commencé à jouer à Saint-Bruno. Puis il a commencé à coacher aussi parce qu'il y avait 2 équipes moustiques dans le temps. Donc, il y avait une équipe plus forte puis une équipe plus faible. Nous, on était plus faibles. Mais avec le coaching puis l'année puis tout ça, le développement de tout le monde, on était rendu quand même très bon comme équipe. Donc, j'ai commencé à 10 ans. Jouer au football. J'ai fait tous les Team Québec, U16, Team Québec U18. Dans mon temps, il n'y avait pas d'équipe. C'était juste les rankings qui faisaient les 50 meilleurs joueurs. Je faisais partie de ce groupe-là. Puis moi, m'en restait 1 an de midget. Puis moi, j'ai gradué au secondaire. Donc, d'habitude, tu jouais 2 ans de midget parce que c'est le football civil. Ouais. Mais moi, je pensais que j'avais les qualités athlétiques pour continuer plus loin. Donc, j'ai fait un essai avec le Collège Vanier. Donc, je me suis pointé là. J'ai fait le try-out, tout le kit. Puis après le camp de printemps, ils ont dit, garde, si tu veux venir, tu as une chance de jouer. Donc, tu ne seras pas sur le banc. Donc, j'ai fait la décision d'aller au cégep puis pas jouer ma dernière année midget. Donc, j'étais partant au début comme joueur de centre. J'ai joué 3 ans là-bas. Une super belle carrière là-bas. J'étais All-Star, tout le kit. Puis... après ça, c'était tout le temps le drive d'aller au NCAA puis avoir une bourse d'études. Donc, on a envoyé toutes nos tapes, tout ça. À Vanier, c'était dans une culture d'essayer d'aller à NCAA. Dans mon année, je pense qu'on était 5 qui ont eu des bourses d'études. Quand même! Ouais. Donc, le plus gros, c'était Patrick Obongo qui a signé avec Nebraska. Moi puis 2 autres coéquipiers, Marc Calixte puis Louis Larouche, on a signé avec Université de Tennessee Martin. Donc, je pense maintenant c'est FCS. Là. Dans notre temps, c'était Division 1 AA. On était vraiment pas bons. Mais j'ai signé comme joueur de ligne défensif parce que j'avais une couple de clips sur mon highlight. Après une semaine, il y avait des blessures. Donc, il dit, ah, tu joues joueur de ligne offensif? Je dis, ben oui. Donc, j'étais partant. J'ai bien aimé le côté football. C'était demandant. La température là-bas, c'était 105 pendant les pratiques. C'était fou. Oh my God! C'était vraiment chaud, puis c'était super demandant. Là, on faisait pas de 2-a-day, on faisait des 3 pratiques par jour. Donc, c'était un peu fou, là, comme on dit. C'était survival of the fittest. Après ça, qui restait sur les pieds, on jouait avec ça. Donc, pendant ce temps-là, je voulais faire créditer mon deck. Puis quand ils m'ont recruté, ils disent « Ah, il n'y a pas de problème, tu auras 30 crédits crédités parce que avec tous les cours qu'on fait au cégep. » Finalement, j'ai fait le tour de campus comme 4 fois, parlé à du monde, puis on dit « Non, on fait pas ça ici. » Donc, j'ai fait le choix de partir. C'était pas côté football. C'était loin, ça, c'est sûr et certain. Mais comme je te disais, j'étais partant, je jouais, puis... Mais côté académique, moi, mon objectif rendu là, c'était d'avoir un bac et une maîtrise. C'était ça mon objectif. Mais quand je rentrais dans les cours, je prenais un cours de français. Puis je disais comme je parlais mieux de français que le prof. Puis je disais, je perds mon temps. Donc, j'ai parlé à mon père. Mon père était un directeur d'école. Il a dit, regarde, si tu veux partir, tu devrais rester la saison parce que tu as commencé, tu devrais finir. Puis, tu pourrais être transféré en janvier. J'ai dit, OK, parfait. J'ai appelé, dans le temps, c'était Pat Sheehan à Concordia, parce que si je restais à Montréal, je m'en allais là. Pat m'a dit, garde, c'est beau, tu peux rester, mais avec les règlements U-Sport, c'est plus comme ça maintenant, mais dans le temps, il fallait que je cite 1 an complet. Fait que tu manquais une saison complète. Si je restais jusqu'à la fin de saison. Donc, j'ai fait le choix de partir pendant la saison. Donc, j'ai joué 3 matchs, mais à cause de notre cédule, je manquais 1 match universitaire canadien à ce jour-là. Parce que c'est 300 1 an plus 1 jour. Okay. Donc, j'ai manqué le premier match universitaire canadienne. Donc, je pense que j'ai fait le meilleur choix pour moi. Mais l'autre chose, il fallait que j'aille 18 crédits. Donc, parce que j'ai joué là-bas. Donc, j'ai pas fini mes cours là-bas. J'ai tout laissé. Puis, il fallait que je rentre à 5 cours à l'hiver, puis 1 cours d'été. Donc, j'ai fait mes 18 crédits pour être éligible, mais j'étais pas habillé pour le premier match. Après ça, j'ai tout le temps habillé après ça. Donc, j'ai joué 3 ans. Il m'en restait un 4e à cause de mon année d'éligibilité.
Mais pendant ce off-season-là, Jerry McGrath, mon entraîneur-chef, il était au camp des Alouettes. Puis il cherchait quelqu'un qui faisait les longues remises. J'étais 310 livres à ce point-là. J'étais pas dans le shape pour faire les j'étais capable, mais j'ai pointé au camp. Il dit, regarde, tu vas prendre des répétitions à O-line, puis tu vas faire les longues remises. Donc, après une pratique, j'ai fait O-line, tout. Je fais de la pratique. Et le coach, c'était Noel Thorpe, notre contact unité spéciale, puis c'était Don Matthews. Il dit, regarde, tu vas venir avec nous. Puis notre batteur de Concordia était là, Burkdales. Donc, il dit, tu vas snapper. Donc, j'ai snappé. Puis après ce petit essai-là, ils ont dit, regarde, tu joues plus le O-line, tu vas te concentrer sur les longues remises. Puis si tu veux faire l'équipe, c'est comme ça. Donc, je dis, parfait, je vais le faire. Mais comme la grosse blague avec les trainers, puis tout là-bas, c'était comme Fat Camp. Il y avait 2 terrains à Saint-Jean, terrain que tout le monde pratiquait, puis moi, j'étais sur l'autre. Puis moi, je snappais au physio, je courais 70 verges, non-stop, jusqu'à temps qu'il appelait punt ou il appelait field goal. Juste pour faire perdre du poids? Juste pour faire perdre du poids. J'ai commencé comme je pense que c'était 305. J'ai fini camp à 2,80. Pendant la saison, j'ai descendu à 2,60. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids pendant la saison. Je mangeais rien, comme je faisais comme là, ma vie a changé, donc puis j'avais plus d'argent, ça c'est sûr. Mais après le camp, on a fait 2 games en concours. La première game, c'était à Ottawa, j'ai pas joué. La deuxième game, c'était à l'Université Laval contre Ottawa. Puis j'ai snappé, puis ça n'a pas bien été. J'étais stressé, comme tu peux comprendre. Donc, ils m'ont coupé. Donc, j'étais comme, OK, parfait, je m'en reste mon année. Donc, ça me dérangeait pas, j'ai eu l'expérience, c'est parfait. Entre-temps, un moment donné, je suis retourné chez nous. Jim Pop m'appelle et dit, ouais, il faut que tu reviens à Saint-Jean pour signer quelque chose. Donc, moi, je pensais que c'était comme pour me faire libérer. Donc, moi puis ma blonde, on monte à Saint-Jean, je rentre, c'est Marcel Desjardins puis Jim Pop devant moi, puis il dit, regarde, on t'offre un contrat. Wow! Donc, j'étais là comme, OK. Donc, j'avais le choix, comme, je signe, puis je m'en vais là, puis c'est fini l'université. Donc, puis il n'y avait pas de garantie à rien. Donc, si je jouais un match, c'était fini. Ma carrière de football était finie. Donc, j'ai dit, garde, je vais mettre toutes les chances sur moi. J'ai pris la décision de signer. Puis, le premier match, c'était à Calgary, puis on restait là parce qu'on jouait Calgary-Edmonton. Puis, le premier match, ça a bien été. On a gagné sur un overtime, sur un field goal que j'ai snappé. C'était notre Ben Cahoon, c'était le holder, puis Matt Kellett, c'était le batteur. On a gagné ce match-là, mais je me suis blessé pendant le match. J'ai fait un AC joint. Oh my God. Donc, la beauté, c'est que l'AC joint, ça fait mal. Mais moi, je snappais, donc je n'avais pas besoin de lever mon bras. Donc, ils m'ont fait le traitement et tout, puis le reste, c'était correct. Là. Puis j'ai joué toute l'année avec eux, puis on est allé au Coupe Grey. On a perdu contre Edmonton à Saskatchewan. Puis ils m'ont ramené l'année après. Là, j'étais rendu à 2,30. Là, j'ai vraiment changé toute ma philosophie d'entraînement. Je voulais être plus vite, je voulais être plus athlétique et tout. Ils m'ont pas amené au camp au début parce qu'ils, dans le temps, ils voulaient amener d'autres gars juste pour voir, puis ils faisaient pas d'unité spéciale. Donc, moi, Matt, puis un autre gars, on était à Concordia, puis on snappait pendant qu'ils pratiquaient. Donc, après ça, ils l'ont amené. On a fait le premier match à concours à Ottawa. C'est pas que j'ai pas manqué de snap à rien. J'ai fait 2 plaqués pendant le match. Mais mon chum qui jouait à Saskatchewan, il a fait couper un autre long snapper. Donc, ce gars-là, ils l'ont amené. Donc, après nos pratiques, nous, on pratiquait, ils faisaient des essais avec du monde. Puis la dernière game en concours chez nous, ils m'ont dit, regarde, tu vas pas jouer. On va essayer ce gars-là. Puis, à la fin de la journée, ils ont décidé d'aller dans cette direction-là. Donc, j'avais plus de job, plus de football. Mais en même temps, en réfléchissant et tout, est-ce que j'étais triste? C'est sûr. Je pourrais dire que j'étais descendu dans un peu de dépression parce que le football, c'était ma vie. Mais Coach McGrath m'a offert un job comme coach, un assistant coach O-line. Donc, j'ai dit, regarde, puis j'ai pas fini mon bac encore, donc j'avais en resté 3 cours. Donc, pendant cette saison-là, j'ai pris mes cours, puis j'ai eu mon bac. Puis ça, c'était l'introduction de coaching. L'année après, j'ai commencé comme le coach d'O-line, puis d'après ça, c'est la carrière a commencé comme coach.
c'est hot. T'as fait ta carrière professionnelle avant même d'avoir fini tes études. Ouais, ça, c'est pas le meilleur chemin, comme je peux dire. Comme maintenant, chez Concordia, c'est pas ça que je dis aux joueurs. Moi, je veux que s'assurer qu'ils ont leur bac en dans 4 ans. Mais j'étais là juste pour 2 ans. Donc, il m'en restait des cours, je veux pas. C'était pas que je voulais pas finir, c'était juste que j'avais pas de choix, là, comme j'ai pris le shot pour y aller jouer professionnel puis tout ça. Donc, grâce à ça, m'en restait des cours. Puis, comme je te dis, mon père, c'est un directeur qui a dit, tu vas retourner l'off-season, tu vas continuer tes études. Mais avec les Alouettes, je pourrais faire plus d'argent pendant l'off-season. Donc, j'ai dit, garde, non. Je vais faire de l'argent. Puis, on faisait des tournées hockey, basket avec les écoles. On faisait des speeches aux jeunes, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas retourné directement après mon premier off-season. Mais, à la fin de la journée, c'est hyper important de finir ce que tu as commencé. Puis, je savais que je voulais mon bac, là. Donc, pour avoir un job dans le temps, un peu comme aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose, là. Tu peux pas juste avoir ton collégial. Donc, c'était vraiment important pour moi de finir. Puis, montrer l'exemple aux prochains, les joueurs que je coachais. 100%. Ça se donne à rien de dire, hey, va à l'école, fais tes études, puis ils te regardent, puis ils disent, t'as même pas ton bac. Donc, c'était plus ça que je voulais finir, puis comme je te dis, commence quelque chose, finis quelque chose. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que toi, tu as voulu respecter vraiment tes années d'éligibilité pour jouer professionnel, en fait. Parce que le fait d'avoir été joué aux US, quand tu as décidé de revenir, il te restait. En fait, c'était pas une question de cours, là, c'était vraiment une question d'éligibilité pour jouer professionnel. Mais comme professionnel, comme il n'y a pas d'éligibilité, comme moi, je me suis fait couper. Donc, à cause que j'ai joué professionnel, je me suis fait payer. Je suis plus amateur. Donc, tu peux pas retourner à l'université, même si tu en restes 1 an. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai mis mes pieds sur le terrain à Calgary, côté U-Sport, c'était fini. Donc, fait que c'est pour ça que tu aurais pu jouer plus longtemps à Concordia. Oui, j'avais le choix. Ouais, c'est ça. Quand tu as le choix de faire l'argent dans quelque chose que tu aimes, puis tu sais jamais si l'année prochaine, il va y avoir une shot, j'ai dit, regarde, je vais sauter là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à un joueur de prendre la shot? Si tu crois dans tes moyens, on a eu d'autres, là. Chaque place que j'ai coaché, on a eu du monde qui en restait des années d'éligibilité, mais ils ont décidé d'aller jouer professionnel. Si t'es bon, mais si tu fais le camp et t'es coupé, au moins tu peux retourner. Mais quand t'as la chance de faire partie de l'équipe, le dress roster, c'est là que il faut que tu fasses le choix. Puis je ne mentirais pas, je pense que 100% du monde dirait je m'en vais parce que c'est le temps. Donc, c'est juste ça. Toute ta vie, tu aspires de jouer professionnel. Toute ta vie, surtout à Montréal. Je suis un Montréalais, donc de jouer avec votre équipe. Puis on s'entend dans ces années-là, il était vraiment bon. En 2002, ils ont gagné Coupe Grey. En 2003, ils ont retourné. On a tout fait, là, mais c'est sûr qu'il y avait un moment dans les carrières, l'histoire des Alouettes, c'était pas si bon que ça, probablement plus dans ton temps. Mais là, maintenant, avec qu'est-ce que Danny fait maintenant, ça fait ça. Donc ça, c'est quelque chose que, comme un ancien, on est fiers de voir que les Alouettes sont retournés sur leurs pieds, puis de qu'est-ce que nous, comme joueurs, on a réalisé dans ce temps-là, quand les stades étaient complètement pleins, les partisans étaient derrière nous. De jouer à Stade Percival Molson, c'est quelque chose. Donc, c'était fun. Tu es en train de voir la flamme qui est en train de se recréer en ce moment? Oui. Surtout qu'ils ont gagné récemment. Ouais. L'année passée, ils ont perdu dans la Coupe Grey. Ils sont de retour, je pense. Ouais, nice. Je suis content d'entendre ça, man, c'est hot, parce que moi, j'ai connu les Alouettes, justement, dans leur moment un peu plus creux, justement. Là, mais c'est vrai que là, en ce moment, l'engouement est là, puis ils ont beaucoup de joueurs québécois aussi. Fait que c'est le fun. Puis dans mon temps aussi. Ouais. Bruno Eppel, Sylvain Gérard, Phil Gérard, Pat Dervelus, Éric Lapointe, moi, je peux en nommer d'autres, là, mais ça, c'est les gros noms que tout le monde rappelle. Là, mais on avait beaucoup de Québécois dans le temps. Il y avait le French Connection qui disait comme... Ouais. Le French Connection qui parle maintenant, il était là. C'était le même que dans le temps. Parce que c'est Marco Dubois, qui est tight end avec les Red Blacks, il m'a dit ça, tu le sens, il y a quelque chose... Quand il y a beaucoup de Québécois dans une équipe, il y a un vibe, il y a quelque chose que nous, on amène en tant que culture, je dirais, dans une équipe qui est complètement différent de peu importe
Mais je pense que c'est notre background, veux pas, là, comme... C'est drôle, tu parles de lui. J'ai coaché quand il était au secondaire. C'est vrai? Ouais, j'ai coaché à Dalbé pour 1 an. Mais c'est vrai. Dans notre province, on joue le meilleur foot. Chaque équipe peut gagner. Veux pas, là. Tu le vois présentement qu'il y a un changement. C'est sûr, c'est encore Laval-Montréal pour l'instant, mais tu vois que des autres équipes rattrapent et qu'il y avait des temps que les accords de pointe étaient énormes. Maintenant, ça réduit. Donc, je pense qu'un Québécois qui s'en va à une équipe professionnelle, comme tu dis, il amène quelque chose. Il amène un sens d'appartenance, mais aussi un sens de compétition qui peut amener d'autres mondes autour d'eux pour dire, regarde, on s'en va là. Il n'y a pas de raison, on va gagner. Il faut qu'on gagne. Puis c'est juste cette mentalité-là que si tu as ça dans ta tête, tu rassembles tout le monde, tu peux faire des miracles sur un terrain de foot. Non, je suis d'accord avec ça. Je veux te ramener. Quand tu jouais à Saint-Bruno, tu jouais-tu pour le Baron de Saint-Bruno? Ouais. Nice. Il était civil à ce moment-là. Ouais, j'ai joué 1 année contre Saint-Bruno. Il était bon. Il était vraiment bon. Je sais pas, dans tes années, il était reconnu ou il était... On était bon, là, mais ça dépend quelle année tu as joué, là, mais il y avait Matt Leblanc qui jouait là-bas, c'est un ancien Rouge-et-Or, que dans son temps, c'était vraiment bon. Ça, c'était après moi. Mais il y a un petit down, là, ça monte. Là, mon fils joue football, donc il joue pas pour les Barons, il joue pour les Diablos de la Prairie. Puis on a joué contre Saint-Bruno. J'ai retourné au terrain cette année, c'était drôle. Très hot. Pourquoi tu avais choisi Concordia quand tu étais allé comme joueur? Mon père est coaché là. Donc, il était assistant avec coach Sheehan dans le temps. J'étais tout le temps au match. Chaque fin de semaine, on était là. J'ai fait le camp le mini Stinger dans le temps. Donc, c'était juste naturel pour y aller. Puis comme quand Pat Sheehan est parti à Queens, il m'a appelé j'étais dans ma cuisine, puis il a dit, garde, je m'en vais. Je sais que tu es revenu pour jouer pour moi, mais si tu veux, je peux t'amener à Queens. Puis j'ai dit à mon père, là, comme, OK, ça se peut que j'aimerais ça peut-être aller au Queens. Il dit, non. Il dit, c'est assez, là. Il dit, t'as commis ici, tu vas rester ici. Puis c'est pour ça que j'ai resté à Concordia. Puis honnêtement, c'était le meilleur choix pour moi. On était une bonne équipe. J'ai côtoyé des joueurs, des anciens incroyables. Mes meilleurs amis, c'est des anciens joueurs que je jouais avec. Donc, c'est les connexions qu'on a faites dans le temps, comme n'importe quelle équipe de football. C'était précieux. Moi, je fais un voyage de ski chaque année avec mes anciens chums, mes anciens coéquipiers. Ouais. Puis on s'en va faire une fin de semaine ensemble, juste on parle des anciens temps, comme on était bon, on était ci, mais c'est vraiment fun de les côtoyer hors du terrain. Ben, maintenant, tout le monde a une famille et tout ça. Non, 100%. Dans tes années, je pense que tu as quelques demi-finales ou finales québécoises en plus. Oui. Fait que il y a eu des grosses années avec Jerry McGrath. Il y a eu des grosses années avec... Il a coaché aussi très, très, très longtemps avec Concordia. André Bolduc, qui est venu sur le podcast, il l'avait eu comme coach. Et il l'avait mentoré un peu sur où est-ce qu'il voulait aller professionnel. J'avais trouvé ça vraiment hot. Est-ce que toi, il t'a-tu influencé dans ton parcours? Ben, c'est sûr. C'était mon premier boss. Il m'a coaché. Jerry, c'est un génie offensif. Moi, je rappelle, il y avait 1 an, on avait Rob Mackay, c'était notre carrière partant, mais lui, c'était un joueur qui un carrière lancé, un pocket passer. C'est un gars qui restait dans la pochette puis il lançait. Puis on avait un recrue qui s'appelait Liam Mahoney. Ça, c'était un ancien Vanier. Puis lui, c'était plus un coureur. Donc, le deuxième match, Rob, il a fait son ACL. Donc, cette année-là, de retourner dans le bureau ce lundi-là, puis Jerry a tout redessiné notre offense au complet pour adapter à Liam. Donc, on a viré dans l'option, le triple option. Oh my God! Donc, cette année-là, c'était incroyable de voir sa tête, puis comment on va influencer du monde, comment on va utiliser les morceaux qu'on avait pour attaquer le défensif qu'on joue contre. Puis c'était vraiment fun. Puis c'est cette année-là que Liam a gagné recrue de l'année au pays. Donc, donc c'était une super bonne année. On a perdu dans la demi-finale. Dans la finale québécoise. Comme tu disais, Concordia, c'était Concordia-Laval dans le temps. Montréal, ils sont pointés en 2002. En 2000 ou 2002. Je ne rappelle plus, là, mais le premier match, j'ai joué contre eux. Ça, je rappelle. Il était bon, il était super athlétique, il y avait des très bons joueurs, mais c'était encore nous puis eux qui finissaient ça. Donc, c'est ça que
pendant ces années-là, on avait les Donovan, on avait plein de joueurs qui étaient vraiment bons, là, puis ils ont des belles carrières après. Sammy Hawk Pro, il était 3 fois équipe étoile, puis équipe All-Canadian. Donc, Corey Watson, qui a joué 9 ans, 10 ans dans le CFL comme receveur. On avait des très bons joueurs. René Paradise joue encore avec Calgary, c'était notre moteur, comme quand j'étais coach. Là, donc, c'était quand j'ai parti, on a fini l'année, on a perdu en finale contre Laval. C'est une affaire que j'ai remarqué. Concordia, il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont professionnels, qui sortent de Concordia, puis des bons joueurs là, qui se démarquent. Là. Je pense à... il y a un receveur qui a joué à Concordia. Récemment? Oui, récemment. Jeremy Murphy. Exact. Ouais. Il y a... vraiment, il y a eu... Ben, je crois qu'il est encore actif en ce moment. Non, il est plus actif. Il a pris sa retraite. Ouais. Donc, mais, tu sais, c'était un bon receveur, mais il y a eu plusieurs bons joueurs d'impact qui a eu sorti de Concordia. Je trouvais ça... On avait Christian Matt qui vient juste de prendre sa retraite. Lui, il a joué pour moi quand j'étais coach au line. Anthony Barrett, c'est un ancien de Vanier aussi qui a joué avec les Alouettes. Chaque année, on avait du monde. On est des très bonnes athlètes. Là, puis qu'est-ce que nous, on fait présentement? Je pense qu'on fait un très bon job de développer les joueurs. Puis ça, c'est une de nos forces. On va prendre des joueurs moins connus, puis les développer. Puis avec les installations, avec le dôme qu'on a, on est capable de le développer pendant l'off-season, faire des teach avec eux. Puis ça, c'est des choses que, comme peu importe où tu y vas, les scouts vont être là. Puis les scouts font leur job, là, comme ils checkent les joueurs. Puis si t'es bon, si tu sors, ils vont te voir. Donc, ça, c'est notre job aussi de les montrer aux scouts, hey, check ce gars-là. Mais un gars comme cette année, on a 4 gars qui s'en vont au combine. Donc, chaque année, on a du monde. Donc, c'est fun de voir. T'as étudié à Leisure Science. Ouais. Donc, la science du loisir. Ouais. OK. C'est quoi exactement dans quoi t'as étudié? Mais le loisir, comme chaque ville, il y a une centre de loisirs. Tu pourrais être en charge de ça. Tu peux être le directeur d'un centre de loisirs. OK. C'est comme ça, c'est les jobs que tu peux avoir. Un directeur des sports, la plupart du temps, il demande pour un bac en loisirs ou en administration. Il n'y a pas d'administration tant que telle, mais c'est vraiment comment faire bouger tout le monde, soit les enfants jusqu'à les personnes âgées. Puis des handicapés là-dedans aussi, parce qu'il y a therapeutic recreation là-dedans. Donc, ça, c'est le global, qu'est-ce que ça veut dire. Mais aussi, il y a des cours de leadership, il y a des cours de planification, il y a des cours comment bâtir un programme. Donc, comme nous, on avait un projet, il faut que tu bâtis quelque chose, tu n'as pas besoin de l'implémenter, mais il fallait que tu bâtis quelque chose de A à Z. Donc, ça, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Puis, ça me parlait parce que c'était sport. Donc, au cégep, je faisais communication. On est vraiment reconnu à Concordia pour communication, puis ça prend un portfolio, puis tout, puis j'en avais pas. Donc, quand j'ai retourné, j'ai rentré en sociologie. Puis, comme ça me parlait pas, mais j'ai pris un cours de loisirs, puis c'est là que je m'ai fait le changement de rentrer là-dedans, puis c'est le meilleur choix que j'ai fait. C'était une faculté vraiment plus petit, mais les profs, c'est des fans de sport, donc ils sont à nos matchs. Si tu as besoin d'aide ou quelque chose, tu peux les demander. Ils utilisent nous, les athlètes, comme devant le cours pour montrer des affaires. Donc, t'es vraiment apprécié comme un étudiant athlète quand tu es dans ce programme-là. Je suis sûr que ça l'a aidé un peu dans ta carrière de coaching. Ouais. Je suis curieux de savoir comment que les études que tu as faites t'ont permis de impacter ta carrière de coaching. Je dirais qu'il y avait 2 cours ça m'a vraiment marqué. Un s'appelle Interpersonal Communication, donc la communication interpersonnelle. Comment jaser avec du monde. Donc, bon, comment le chercher le mieux de chaque individu. Il faut que tu changes ton approche. Comme il y en a des joueurs que tu peux être vraiment dur sur eux, puis ils vont être capables de OK, je comprends le coach, puis je vais le faire. Mais il y a d'autres, il faut que tu prends ton temps, puis il faut que tu le jases comme normal, comme ça. Puis ça m'a ouvert les yeux de dire OK, chaque individu est différent. Chaque individu, il a un potentiel, mais comment je peux le chercher, le potentiel, avec la communication? Donc, c'est là que ça m'a vraiment aidé énormément. Comme un coach de foot, veut pas, on est demandant, on veut la perfection, on cherche tout le temps un edge, mais l'être humain, à la fin de la journée, tu coaches des humains, puis
chaque individu est différent. Donc, il faut que tu adaptes. Je dirais, t'as ton standard, mais comment tu peux aider cet individu-là dans ton standard de trouver son chemin. Donc, c'est là que ça m'a aidé énormément. Puis l'autre cours, c'était un cours de leadership que on est parti dans un camp pour une fin de semaine, puis on a fait des team building, des trucs comme ça. Puis j'ai amené ces trucs-là à notre équipe à un moment donné pour montrer comment travailler en équipe. Donc, ils donnent des défis, puis ils choisissent un leader, puis tu as 20 minutes de faire quelque chose avec le groupe. Donc, ça m'a vraiment aidé de sortir de mon zone de confort, de me mettre en avant, d'être être prêt à relever un défi, mais aussi de pas réussir aussi. Des fois, tu réussis pas. Donc, ça, c'est quelque chose que ça m'a vraiment aidé énormément, de prendre la place. Quand ça allait mal, prendre la place. Puis j'étais un capitaine toute ma vie. Dans chaque niveau, j'étais un capitaine. Donc, j'étais vocal, j'étais capable de jaser avec du monde. Puis, avec mes études, ça m'a aidé comme capitaine aussi. Parce que, comme tu dis, tu as plein de coéquipiers, tu as 100 joueurs autour de toi. Puis, des fois, ça va mal pour un certain individu. Il y a d'autres gars qui vont crier après, mais moi, je prenais le temps de communiquer avec eux puis essayer de l'aider. Donc, ça, c'est des choses que j'ai vraiment appréciées comme dans mes études puis mon bac. C'est vraiment hot. Puis, je pense que dans le sport, c'est... Ben, pas juste dans le sport, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est 2 skills qui sont hyper importants à avoir, ou du moins de le comprendre. C'est apprendre à communiquer avec les gens, puis la façon de amener les choses. Depuis que j'ai lancé le podcast, il y a une chose qui ressortait souvent des coachs, c'est qu'ils me disaient que le sport a beaucoup évolué, mais surtout dans le coaching, la façon comment tu amènes comment tu l'amènes aux joueurs a complètement changé avec comment c'était avant. 100%. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même cool que tu amènes cet aspect-là de la communication. Puis, tu sais, le leadership, c'est dur à définir, mais une fois que tu le comprends, puis que tu as ta façon de le faire. Parce que je comprends, tu étais un leader qui était quand même assez... Dans le vestiaire, tu étais un gars qui était assez vocal, qui s'exprimait quand même beaucoup. C'est important. Il faut... Je trouve dans le côté leadership, tu as besoin toutes les différentes façons. T'as besoin... Moi, je jouais avec Jean-Michel Paquette. Jean-Michel Paquette, c'était un des meilleurs running backs que j'ai joué de ma vie, mais il était 5'2". Il jouait à Trois-Rivières. Il a eu le record de plus de verges. Il a battu Bruno Eppel dans son temps. En 8 matchs, il courait presque en haut de 2000 verges. Oh my God! Il était incroyable, mais il parlait pas. C'est ses actions qu'il montrait. Mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Donc, lui, il choisit ses moments. T'en avais d'autres qui vont dire les vrais... Moi, j'ai joué avec un gars à Vanier, Rob McHugh. Ce gars-là, il prenait commande de tout le monde. Peu importe. Comme quand lui il parlait beaucoup, mais t'écoutais. Donc, ça, c'est une autre façon. Donc, il faut que tu trouves ton façon. Puis, on dit souvent à nos joueurs, comme on veut bâtir les prochains leaders, on veut bâtir les prochaines capitaines, puis on donne la chance à du monde de prendre leur place. Mais de dire à ton coéquipier qui fait des choses mal, c'est tough. Surtout, je trouve, dans cette génération-là, ils veulent tout être chum, ils veulent tout être des amis, mais quand tu mets ton pied son pied, comme tu mets ton pied en avant et tu dis, regarde, hey, c'est pas comme ça qu'on fait des choses, t'as plus de respect. Mais hey, il va être fâché. Ça se peut qu'il va être fâché. Ça se peut qu'il va te dire quelque chose que tu veux pas entendre. Mais, je te dis, en 2 semaines, 3 semaines, 1 an, il va rappeler du moment-là et puis il va te remercier. Parce que quand il va rentrer dans le milieu du travail, t'as moins de chance. Ça, c'est quelque chose que tu fais pas ta job, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Donc, dans le sport, t'as plusieurs chances. Mais à un moment donné, tes chances vont réduire là, parce qu'il faut que tu tombes dans le moule, il faut que tu tombes faut que tu vas dans le sens de direction que tout le monde y va. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve c'est fun de voir les joueurs qui veulent prendre ce rôle-là, puis leur façon de faire, puis les coacher là-dessus. Hey, rappelle-toi, tout le monde est différent. Tout le monde, il faut que tu communiques avec eux. Il faut que tu parles. Tu peux pas juste crier. Quand tu mets quelqu'un sur spot, c'est tough des fois, puis ils vont te rappeler, ils vont te parler des fois. Mais si tu donnes la chance de grandir dans la culture de l'équipe, il y a des belles choses qui vont arriver. L'aspect que tu as amené de... On essaye d'être plus chumé avec tout le monde, c'est vraiment... C'est vrai. C'est personnellement, pour avoir participé à plusieurs projets, puis même en ce moment que je suis en train d'en construire, c'est
c'est dur de... Tu sais, tout le temps la peur de froisser quelqu'un un peu, tu sais, il y a un peu ce côté-là, mais c'est vrai que si c'est positif, puis la beauté aussi de notre sport, je pense que ça nous a montré à être coachable, ça nous a montré à des fois laisser un peu l'ego de côté puis prendre des... tu sais, pas des critiques, mais tu sais, ça peut être ça des fois, ou tu sais, des commentaires des gens. Je pense que moi, le truc qui est qui peut être plus difficile, justement, puis qui peut créer des froids entre les personnes, c'est que la relation entre coach et joueur est très bien définie. Oui. Fait que tu peux la laisser côté, puis tu vas dire, OK, oui, coach, c'est beau, j'ai compris. Mais quand c'est entre deux joueurs, des fois, c'est un peu plus tough, ce côté-là. Mais l'affaire qui est beau, puis ça, j'en parlais avec Kevin Régimbal, justement, head coach à Sherbrooke, c'est que tu peux choisir d'être cette personne-là. Tu peux choisir d'être... Comment tu veux set le ton envers tes coéquipiers, envers l'équipe. Non, c'est vraiment cool. Est-ce que tu te considères plus comme un coach de football ou comme un développeur de personnes? Ben c'est sûr, il faut que tu mets la calotte des deux. Je veux pas. Mais je pense que je suis plus dans la direction de développement. Je vais prendre le temps que ça prend avec un individu pour parler de tout et à rien. La porte est tout le temps ouverte. S'il y a des problèmes, comme je dis à chaque joueur, si tu as quelque chose, viens parler. Ça se peut que soit moi ou quelqu'un sur le staff, il a déjà vécu la même affaire que tu es là-dedans présentement, puis on peut t'aider. Si on n'est pas capable, on va trouver de l'aide pour toi. Donc, avoir cette relation avec eux, je pense que il faut que tu gagnes le trust de chaque individu. Parce que tout le monde vient d'un différent milieu. Tout le monde il a vécu des choses dans leur vie que moi, j'ai jamais vécu. C'est à moi, à regarder dans le miroir, est-ce que ma façon de faire, ça aide l'individu. Mais si tu lèves le ton, c'est hyper important d'aller le voir après, moi, je trouve. Puis le parler comme un humain, en disant, regarde, c'est quoi tu comprends pas? Je veux t'aider, là. OK, j'ai levé le ton. C'est pas que je t'aime pas, je t'aime. C'est pour ça que j'ai levé le ton, parce que je sais que tu as les qualités, mais c'est quoi qui marche pas présentement? Parce que moi, il faut que je trouve la solution pour toi. Donc, avoir cette relation avec tes joueurs, je trouve que ça aide énormément pour garder tout le monde calme, d'avoir la communication hyper importante pour « Hey, coach, je suis pas sûr. » J'aime bien mieux qu'un joueur lève leur main et « Coach, regarde, je suis pas sûr. » On va prendre le temps. C'est ça, le coaching. On n'est pas dans les rangs professionnels que tu peux appeler quelqu'un puis avoir un nouveau joueur le lendemain. Là. C'est pas ça. C'est le développement des joueurs. Donc, c'est de prendre le temps puis changer notre façon de faire. Chaque année, il faut que tu regardes dans le miroir puis OK, qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi qu'il faut que je change? Parce que chaque individu qui rentre dans la porte, c'est différent. Donc, chaque année, de nouvelles équipes. Chaque année, t'en manques. Un morceau part, c'est complètement différent. Donc, c'est hyper important, comme coach, de développer chaque année. Puis, tu sais, on en parlait un peu avant d'enregistrer, mais le côté équipe, là, je pense que ça a un plus grand impact sur justement le côté famille, le côté équipe, d'être ouvert dans les communications comme ça. Je sais plus c'est quel coach qui m'avait parlé de ça, mais j'avais un coach sur le podcast, puis il m'avait parlé de justement le fait de, ben écoute, si moi, j'amène un point, un teach, j'amène un nouveau jeu, ben j'aime ça, moi, avoir le feedback de mes joueurs. Parce qu'après ça, ils peuvent me dire, écoute, on n'est pas à l'aise de jouer de cette façon-là. Fait qu'est-ce qu'on essaie, tu sais, ils communiquaient de cette façon-là pour essayer justement, ben au bout du compte, on veut tous avoir le même objectif. 100%. Puis c'est quand tu donnes ce pouvoir-là aux joueurs, ils sentent un sens d'appartenance incroyable. Puis on n'est pas sur le terrain. À la fin de la journée, on a les X puis les O, puis on dessine le meilleur jeu. Ah, ça va marcher. Mais on n'est pas sur le terrain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est vraiment donner la chance aux joueurs, s'il n'est pas confortable, de le dire. Hey, coach, je suis pas sûr sur ce route-là ou ce scheme-là. Est-ce qu'on peut s'adapter ici? Mais comme tu dis, comme coach, il faut que tu sois ouvert à ça parce que quand tu ouvres cette porte-là, ça se peut que tu vas avoir plein de gars qui vont dire « Hey, coach, ça. » Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu as une communication avec tes joueurs pour être sûr que tout le monde est confortable dans ce qu'on fait. Puis ça, c'est hyper important parce que, comme je t'ai dit, on n'est pas sur le terrain. S'il n'est pas à l'aise, il va pas faire le jeu comme tu veux.
Donc, change le jeu ou enlève le jeu, puis appelle quelque chose qui sont à l'aise, puis sont à 100% confortables là-dedans. À Concordia, es-tu plus impliqué côté offensif ou défensif? Offensif. Offensif? Ouais. OK. Dans le fond, il y a le coordinateur offensif. Toi, quand tu dis que tu es plus impliqué côté offensif... Moi, je coach les fullbacks, tight end. OK. Donc, ça, c'est la position que je coach. Je suis dans les conversations avec ce qu'on fait, un peu en tout, là, puis avec notre comptable défensif, Coach Polo aussi. On jase beaucoup, même avec Coach Guillaume, avec une unité spéciale. C'est sûr, il faut que tu aies une discussion avec tout le monde pour être sûr que ça mèche, puis ça marche. Mais c'est sûr que moi, je suis plus de facilité côté offensif que défensif, mais je peux en donner des commentaires ici et là, mais moi, je laisse mes coachs. S'il y a quelque chose qui va mal, on va avoir une discussion, mais je veux donner ce chance à eux, à coacher, de démontrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que si on est tout le temps en train de dire « Hey, fais pas ci, fais pas ça », le contrôle est parti. Comme là, je viens comme un control freak, là, puis je veux pas être ça. Puis ils sont payés pour faire ça, ils étaient engagés pour faire ça. Ils ont des qualités, ils ont l'expérience, donc il faut que tu les laisses aller. Puis appeler leur game comme ils voient. Puis nous, on est vraiment chanceux d'avoir un staff incroyable, puis un staff quand même challengeant. Je dirais les meetings de staff, ils vont challenger tout. Puis ça, nice. Puis c'est fun. Parce que c'est des échanges. Parce que quand tu donnes cette chance-là à exprimer, là, au moins, à la fin de la réunion, quand on part de là, on est tous sur la même page. Oui, à la fin de la journée, c'est moi qui vais faire la décision finale, mais en discuter, puis prends le commentaire de chaque individu, puis donne une chance à ces individus-là à parler. C'est hyper important pour grandir comme staff. Puis ça m'amène comme un meilleur coach parce qu'il me challenge des fois. Donc ça, c'est quand même... C'est fun. C'est vraiment fun. Est-ce que dans ces meetings-là, c'est quoi ton style, en fait, comme quand tu manages des meetings de coach? C'est-tu toi le premier qui parle? Est-ce que tu laisses les gens parler, tu essaies de voir où est-ce que ça s'en va? Moi, c'est moi d'habitude qui va parler en premier. Je vais amener le sujet, puis après ça, on va un tour rond. On va parler, donner chaque individu avoir leur chance à jaser. C'est comme si on fait une réflexion sur un match, on fait le tour. Moi, je vais dire les commentaires que je pense, qu'est-ce que moi j'ai vu, qu'est-ce que moi je pense qu'il faut qu'on change, ou des petites choses qu'on a bien faites, mal faites. Après ça, je donne la chance à chaque coach de parler de leur position. Puis ça ouvre la conversation. Puis ça, pour moi, il faut que tu donnes cette chance-là au coach. Il travaille tellement fort. Donc, juste de dire, hey, parle pas, ça marche plus, là. Non, 100%. Ils sont là pour une raison. Exactement. Puis il connaît les joueurs mieux que... leurs joueurs mieux que moi, parce que moi, je connais tout le monde, mais eux sont avec eux bien plus de temps que moi, je suis avec eux. Donc, c'est important de les écouter, puis assurer que les joueurs puis les coachs, ils ont un voix. Qu'est-ce que ton parcours de joueur t'a appris sur ta personne? Moi, je pense que ça m'a aidé énormément comme individu. Le football, n'importe quel sport, je veux pas, mais faire partie d'une équipe. Comme je ris tout le temps, quand je joue au golf, t'es tout seul, puis je suis pas habitué à ça. Je suis vraiment pas bon au golf, là, mais comme t'es tout seul c'est toi. Moi, je suis habitué à avoir un coéquipier à côté de moi qui peut m'aider. Donc ça, c'est quelque chose que ça m'a aidé énormément comme individu. Puis je trouve que le style que je coach, maintenant, moi, j'étais un player's coach quand j'étais un coach de position. Je voulais entendre les commentaires des joueurs. J'ai donné les paroles dans mes meetings puis tout ça. Quand j'ai commencé head coach, c'était plus difficile au début. C'était vraiment difficile parce que t'es regardé comme le directeur, comme le boss, là, puis il passe ton bureau puis il veut pas te parler parce qu'ils sont peur ou whatever, mais au fil des années, j'ai changé complètement parce que au début, il fallait qu'on sette le ton, mais là, je suis à l'écoute. Donc, moi, je veux écouter, comme je te dis, rentrer dans mon bureau, on va jaser pour 10 minutes à rien, là, juste pour jaser, comment ça va la famille, comment ça va, tes études, t'as-tu des problèmes, tout est beau, tu manges-tu assez, tout est correct. Là. Ça, c'est des choses hyper importantes pour moi. Mon père était comme ça. Donc, j'ai vraiment appris de lui. Donc, moi, je veux être là pour eux puis les aider à atteindre leur objectif de soit jouer professionnel, mais surtout avoir leur bac. Je trouve ça vraiment, vraiment hot. Mais t'as amené au début, t'étais vraiment pas comme ça. Il fallait que tu settes le ton, ça, je le comprends.
Mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Comment tu étais quand t'es... Sûr que là, tu as grandi aussi dans l'expérience d'être coach. Mais comment tu étais à ce moment-là, quand tu es rentré? J'étais pas bien, honnêtement. J'étais pas moi. Je trouvais ça vraiment difficile. Honnêtement, c'était pas moi comme individu. J'étais une autre personne. Puis j'amenais ça à la maison. J'étais stressé tout le temps à cause qu'on voulait gagner. On voulait, comme tu dis, set le tone. J'ai ce projet-là devant moi. Comme je dis tout le temps, tout le monde va être entraîneur-chef jusqu'à temps que tu es entraîneur-chef. Mais puis tu as bien d'autres choses à faire, comme c'est pas relié au football du tout, c'est l'administration puis tout ça. Mais j'ai trouvé le balance à un moment donné. Puis c'était hyper important de trouver ce balance-là parce que moi, j'ai mes enfants aussi. J'ai deux gars qui sont avec moi souvent au match puis tout ça. Puis je voulais pas qu'ils voient quelqu'un qui sait pas c'est qui. Donc, c'était important de changer puis, comme individu, puis revenir aux sources. Qui je suis comme individu. Puis jamais trop haut, jamais trop bas. Est-ce que je vais snapper des fois? Oui, c'est normal. Je veux gagner, je veux faire des choses comme il faut. Mais en même temps, je veux rester qui je suis. Puis je me sens bien mieux dans mon pot présentement à cause de ça. Se rester soi-même, c'est hyper important. C'est quelque chose que moi, personnellement, je travaille beaucoup de mon côté. Peu importe t'es où, tu fais quoi, podcast, pas podcast, whatever, faut que tu sois la même personne. Moi j'essaie de développer une philosophie de si t'es tout le temps la même... En fait, si tu te mets en sorte que t'es tout le temps la même personne, mais ça te permet de vraiment pouvoir travailler sur toi-même. Parce que justement, tu joues pas de personnage, tu peux te permettre de vraiment grandir avec ta personne. Puis ça revient à notre culture d'équipe. Nous, c'est les ABC, c'est Accountability, Brotherhood, Communication. Si je suis pas accountable à mes joueurs puis mes coachs, là, j'essaie d'implémenter cette culture-là, puis je suis faux. Je veux pas être faux. Le Brotherhood, du monde utilise famille. Brotherhood, c'est la même chose que famille. C'est les gars ensemble, mais c'est nous aussi, les coachs. Puis la communication, ça commence, comme on pourrait mettre C au début, mais ça fait pas de sens avec l'alphabet. Mais le C, c'est hyper important, comme on a commencé ce podcast-là. La communication, ça commence avec ça. Il faut que tu sois capable de communiquer avec les individus. Il faut que tu sois capable de communiquer les bonnes affaires. Il faut que tu sois capable de dire des vraies affaires, mais dans un façon comme poli, façon constructif, pas négatif, comme c'est quoi la solution. Puis ça, c'est quelque chose que si je suis pas moi-même, je suis pas dans notre culture. Donc, ça commence avec moi, puis ça commence avec notre staff, puis les joueurs. S'ils veulent embarquer dans la culture, you gotta walk the walk. Ce que j'entends aussi, c'est que côté communication, tout se dit, mais toute une façon d'être dit. Fait que je trouve ça vraiment hot, mais c'est vrai, Guillaume m'en avait parlé quand il était venu sur le podcast du fameux ABC de Concordia. C'est quoi? Simple, mais pourquoi se compliquer la vie, tu sais? 100%. C'est vraiment hot. 2004, tu finis ta carrière professionnelle, tu décides d'aller dans le coaching. Tantôt, tu en as parlé, tu as eu une opportunité. En même temps, tu en as profité pour finir tes cours. Pourquoi tu as décidé de coacher? Pourquoi tu coaches? Je voulais rester dans le sport, honnêtement. Je ne me voyais pas dans un bureau avec une cravate, avec un habit. J'aime ça d'être en short puis T-shirt sur le terrain. Ça me garde jeune. C'est sûr et certain. Comme je te dis, ça fait au-dessus de 20 ans maintenant que je fais ça. Puis c'est quelque chose que je change à rien. Comme j'ai des chums qui travaillent dans un bureau puis ils aiment ça. C'était pas pour moi. Puis aider les jeunes à la fin de la journée. Moi, j'ai eu des très bons coachs dans mon parcours. Tu peux être là pour eux dans plein de façons, pas juste sur le terrain, hors du terrain aussi. Puis pour moi, d'aider les individus à atteindre leurs objectifs, c'était hyper important pour moi. Puis j'ai un parcours intéressant, puis je veux les montrer que c'est faisable, c'est que tu es capable. Si tu travailles très fort, tu peux réussir tous tes objectifs. Mais il y a un processus. Tu ne peux pas sauter les étapes. Des fois, c'est plus long pour certains individus. Des fois, c'est plus vite. Mais en même temps, c'est fun de voir chaque individu puis travailler avec eux. Comment tu as fini par être finalement l'adjoint de Glenn Constantin? C'est une longue histoire. En 2009, à la fin de la saison, le coordinateur défensif de Concordia, Warren Craney, est parti à York comme entraîneur-chef. Puis
j'ai croisé Glenn dans un banquet. Puis moi puis Glenn, on avait un petit froid au début parce que j'ai volé ses signaux. C'est quelque chose, c'est dans le passé, là, mais on a discuté de ça aussi. Là, mais j'ai croisé dans un banquet de cégep. Puis il m'a dit hey, si jamais tu cherches un job, envoie un message. Donc, j'avais un job temps plein à Concordia. J'étais en voyage familial avec la famille de ma blonde, puis on était en Costa Rica. Puis j'étais pas trop sûr, comme je voulais un changement. Je me suis dit, si je reste tout le temps à la même place, je vais pas grandir comme coach. Donc, j'ai pris le shot, j'ai envoyé un courriel à Glenn, puis il m'a répondu. Puis il a dit, regarde, j'ai pas grand-chose, mais quand tu reviens, on peut en discuter. Donc, j'ai décidé de quitter un job temps plein, qui n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là, de football temps plein, pour 5 000 $. J'étais un recruteur pour Glenn à Montréal. Il voulait percer Montréal, puis il m'a vu comme recruteur, puis il disait que tu as fait une bonne job. Donc, j'ai tout lâché ça, puis j'allais au match. J'étais dans le booth pour aider, puis j'étais au camp d'automne, puis tout ça. Mais entre-temps, je coachais à Dalbevio. J'étais compteur offensif à Dalbevio pour une saison. Fait que tu te promenais, là. Je promenais comme... je faisais suppléance, donc j'étais prof d'éduc, puis tout ça. Puis ça, c'est Dominique Ménard qui m'a aidé à avoir ce job-là. Donc, j'ai coaché Marco Dubois, Chris Omoa, plein de joueurs, Jamie Harry qui a joué professionnel, plein de gars. Donc, Dalbevio, c'était vraiment de force au football dans notre province. Puis après cette année-là, il y avait des changements dans le staff à OGR, puis Glenn m'a engagé temps plein. Donc, j'étais assistant je coachais les fullbacks, puis je faisais l'encadrement académique là-bas. Donc, on n'a pas déménagé comme famille encore, mais je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc, j'étais là de lundi à jeudi pendant l'off-season. Puis pendant la saison, j'étais là tout le temps. Donc, c'est là que j'ai coaché la première année en 2010 quand je faisais beaucoup de routes. Marco était compteur offensif avec eux. Puis Marco m'a coaché au junior. Donc, c'est vrai? Ouais. Donc, ça, c'est une autre chose que j'ai pas mentionné. Mais quand j'ai revenu mon scholarship, j'ai pas joué le reste de la saison. J'ai joué junior à Saint-Léonard pour pas perdre de saison. Ouais, avec Marco était compteur offensif, puis T.I. c'était l'entraîneur-chef. Donc, j'ai joué pour eux. Donc, c'est une petite famille, le football, là, je veux pas dans la province. Là, donc, j'étais vraiment chanceux de courtoyer ces gars-là, puis apprendre de eux. Puis, quand j'ai commencé à Laval, c'était un nouveau défi, puis c'était vraiment fun. Puis, j'ai grimpé les échelons là-bas avec eux. Quand même, 4 Coupes Vanier. Vous avez, en 8 ans, 4 Coupes Vanier. Je suis curieux de savoir, as-tu des histoires, des moments marquants de ces fameuses Coupes Vanier-là? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? C'est le processus que l'Université Laval, Lyon, chaque année, ils commencent le meeting, on va gagner. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que à ce temps-là, je pense qu'ils ont gagné 5 à date. Là, donc, c'était dans leur DNA que... c'est là l'objectif, c'est de gagner. Puis je rappelle, c'était M. Tanguy qui a parlé, j'étais comme « Wow, OK, on est dans la Big League, là. On y va. » Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris à cœur, puis je voulais faire partir de ce staff-là pour les aider à atteindre leur objectif. Puis dans les 8 ans, on est allé à 6, puis on a gagné 4. Donc, c'était vraiment fun. Je dirais le meilleur moment pour moi, c'était le game qu'on a joué en 2013. On a perdu contre McMaster en 2012. Non, 11. 12, on a gagné contre eux à Toronto. Puis moi, je faisais les unités spéciales avec Glenn. Donc, moi puis Glenn, on travaillait beaucoup ensemble. On a divisé les unités spéciales en deux. Puis moi, je faisais kick-off return, field goal D. Lui, il faisait punt return. Puis on collaborait beaucoup sur des affaires. Puis je rappelle, dans ce Coupe d'année-là, il a appelé un fake punt qu'on n'a jamais callé toute l'année. Puis ça marchait. Puis ça, c'est un moment que je rappelle, ça a vraiment solidifié la victoire. Puis on a eu une autre possession, puis tout ça. Puis ça, je trouvais que je faisais partie de toute cette année-là. Donc, c'était vraiment fun comme année. Là. Mais chaque année, c'était fun. Quand tu gagnes, c'est la dernière, c'est l'année que j'ai parti contre
contre Calgary à Hamilton. On a eu le gros block punt. On a eu... ça, c'est celui que Robidoux il a bloqué, puis Dalai a pris jusqu'au 1, puis après ça, Hugo il a lancé un touché, là, puis ça, c'était une autre année. Puis cette année-là, on a battu Montréal avec le jeu truqué dans le Dunsmore. Dans le Dunsmore. Puis moi, je rappelle, Juice m'a demandé, hey, trouve-moi quelque chose, là, comme... On va pratiquer, puis j'ai trouvé ce jeu-là. C'est toi qui as trouvé ce jeu-là? Ben, c'était tout le monde ensemble, mais c'était Winnipeg que je pense qu'ils ont fait pendant la saison. Donc, je l'ai amené, je dis, regarde, j'ai vu ça, puis on a tweaké. Juice a tweaké avec les formations qu'on avait, puis on a fait des ajustements sur ça. Puis quand il a callé ça, j'étais dans le booth, là, j'étais comme, oh my God. Puis ça marchait. Donc, ça, c'était un beau moment aussi, cette année-là, là, de faire partie des game plans avec Justin et tout ça. Puis il travaille avec Carl, Matt Bertrand. Ces gars-là, c'était des bonnes têtes de foot, là, puis j'ai appris beaucoup pendant ces années-là. 2012, Couvagnier, fait que toi, t'as coaché Guillaume quand il était running back. Oui. Là-bas, parce qu'il m'avait conté sa fameuse expérience à cette Couvagnier-là, où est-ce qu'il y avait la grosse pancarte à l'entrée du stade, puis ça, c'est fou, man. Il y a beaucoup de monde, 35 000, je pense, qui était là. De ces 35 000-là, je pense que 30, ils nous haïllaient. Puis il y avait 5 000 de nos partisans qui étaient là. Donc, c'était vraiment... C'était fun, puis c'était l'année après qu'on a perdu en overtime. Donc, c'était une grosse rivalité dans ce temps-là, puis c'était vraiment fun. Glenn, j'ai pu comprendre qu'il y a eu quand même un très grand impact sur ta carrière de coach. Il était un peu ton mentor. Comment il t'a impacté? Qu'est-ce que tu as appris de lui, en fait? Ah, Glenn, tout ce que j'ai réussi à atteindre jusque-là, c'est grâce à lui, honnêtement. Oui, j'ai d'autres coachs qui m'ont aidé, mais lui, il m'a vraiment aidé. Il y avait un moment que, je pense que c'était 2012, Jerry a pris sa retraite, puis le poste d'entraîneur-chef était ouvert. Puis j'ai appliqué. J'ai dit à Glenn, je vais appliquer. Puis il était 100% d'accord avec ça. Il trouvait que c'était la prochaine étape. Puis j'ai même pas eu une entrevue. Puis j'étais vraiment déçu. Puis je trouvais ça dur sur l'ego, veux pas. Mais c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à moi, honnêtement. Je pensais que j'étais prêt parce que j'ai fait Team Québec. Je suis rendu. J'étais pas rendu encore. Puis à ce moment-là, quand j'ai pas eu l'entrevue, puis comme j'étais déçu, Glenn m'a dit, garde, c'est ça que tu veux? Je dis oui, c'est ça que je veux. Je veux être un entraîneur-chef à un moment donné. J'ai tout le temps mis des objectifs dans ma carrière. Puis ça, c'était un de mes plus gros objectifs. Puis il a dit, regarde, si c'est ça que tu veux, j'ouvre les portes. Je vais tout te montrer, de A à Z, comment rouler un programme. Donc, rendu là, comme côté administration, j'étais son bras droit, j'étais avec lui, il m'a montré tout. Donc, c'est grâce à lui que quand j'ai eu la prochaine chance d'être en danger, là, j'étais prêt. J'avais le bagage, j'avais toute l'expérience, parce que j'étais à côté de lui pour tout. Donc, c'était vraiment fun comme expérience. Glenn, il est dur. Glenn, c'est quelqu'un qui est vraiment dur sur ses coachs. Il est demandant. Il veut la perfection, mais quand il y a une grosse cœur, puis s'il veut te montrer quelque chose, il va te faire à 100%. Puis, comme je fais partie de son coaching tree qui est parti. Puis, quand j'étais allé à l'universitaire, j'étais le premier pas ancien, je dirais, qui n'était pas là, que je venais de quelque part d'autre. Oui, qui n'a pas joué à Laval. Pas joué à Laval. Moi, je connaissais Marc Fortier parce que Marc jouait à l'Université Concordia. Quand il jouait avec André et tous ces gars-là, je le connaissais quand j'étais petit, mais je le connaissais pas comme individu. Mais Marc m'a montré des affaires aussi, comme son éthique de travail, les heures qu'il met là-dedans, c'est incroyable. Puis ça, c'est des choses que... C'est les expériences de tout ça, comme mélangé avec Juice aussi. Juice, il est vraiment calme, il est ouvert à écouter. Il donne la chance de t'exprimer côté offensif avec les game plans. Puis Carl, c'est un génie coach ligne offensif. Là, puis on est chanceux. Chez nous, on a Sam Thomasin il a joué pour lui. Puis Sam, c'est la même chose. Sam, c'est un autre... un coach il va être tellement bon, là, comme même jusqu'à date. Là. Donc, c'est une expérience que c'était tough, le voyagement, puis on a déménagé là un moment donné, mais ça m'a marqué énormément. C'est sûr, man. C'est hot. Oh, ouais. T'as dit, écoute, si tu veux vraiment devenir être coach, je vais te montrer. Comme.
c'était la plus grosse chose qu'il a faite pour moi. Puis on est des amis encore, on jase beaucoup. Puis c'est, comme je te dis, je suis vraiment apprécié qu'il a décidé de faire ça parce que, honnêtement, il était pas obligé. Pas obligé. Il pourrait me garder. Puis Uh-huh. même quand j'ai parti, la dernière année que j'étais là, en 2016, comme temps plein, c'était en mars. Ma femme c'est une avocate. Puis pour sa carrière, c'était plus à Montréal que Québec. Mm-hmm. Donc, je retourne chez nous à un moment donné, c'est une soirée, puis elle dit, j'ai une entrevue avec un autre cabinet. Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, qu'est-ce que si je veux grimper l'échelle, il faut que je retourne à Montréal. Je dis, on y va. On retourne. J'ai dit, toi, tu as déménagé ici pour moi. On va dire vraies affaires, elle fait plus d'argent que moi. Puis pour sa carrière, elle a fait des sacrifices pour moi, donc j'ai fait le même sacrifice, puis j'ai retourné dans le bureau le lendemain, je dis, Ken, je m'en vais. Soit que je pars là, ou je pars à la fin de saison. Donc il m'a dit, non, je veux que tu restes. Donc on va rien dire, on va garder ça entre moi et toi pour l'instant. Puis c'est ça, donc ça c'est un autre, on a gagné cette année-là, donc c'était fun. Puis j'ai retourné à Montréal avec rien. J'avais pas de job encore. J'ai trouvé un autre job dans les ventes. C'est vrai? Fait qu'il y a eu une transition. Oui, une transition. Quand je travaillais pour une compagnie qui s'appelle FlexPipe. Ils vendaient un système modulaire plus pour l'aérospatial, puis les autos, puis la fabrication d'autos. Puis mon territoire, c'était ouest États-Unis. Donc, chaque mois, je partais pour une semaine pour voyager, pour rencontrer des clients. Puis j'étais à Los Angeles quand Concordia m'a appelé. C'est vrai? Ouais. Donc, j'ai retourné, j'ai parlé avec le directeur des sports, puis the rest is history, comme on dit. Aïe, aïe, ça, c'est légendaire, là. Ouais. Donc, oh my God! Non, puis comme au début, comme vente, j'étais pas trop bon, là, comme niveau, là, comme c'est le recrutement, je veux pas. Mais c'était ce mois-là, j'ai vendu pour 250 000 de produits. Puis les produits, un tube, ça coûte 8 piastres. Donc, oh my God! Donc, mon boss était comme, OK, t'es arrivé. Puis j'ai dit, ouais, by the way, je m'en vais. Je retourne dans le coaching. Souvent, on dit, je vois souvent des vidéos comme ça, en fait, passer ces réseaux de comment on parle souvent du moment où est-ce que t'es dans le foot, mais on parle jamais de l'après, comment tu le vis, là. Ouais. Mais toi, c'était comment? Tu savais-tu que t'allais recoacher un jour? Oh, oui, je savais. J'étais pas sûr dans quelle équipe ou whatever, mais je me suis dit comme il fallait que j'ai une job, là. Donc j'ai trouvé quelque chose, mais je garde comme je faisais du recrutement pour Glenn cette année-là aussi, donc pendant l'off-season, donc pendant la saison, excuse. Donc c'était vraiment important pour moi que je reste dans le domaine, au moins un pied. Ouais, reste dans le game. Reste dans le game, puis du monde voit ma face, là, puis finalement j'ai eu la chance d'être entraîneur-chef, puis j'ai tout réussi, qu'est-ce que je voulais atteindre. C'est hot. Ouais. Fait qu'ils t'ont finalement appelé. C'était une question que j'avais préparée pour un peu plus tard, mais vu que tu m'en parles, c'est quoi l'histoire derrière? Là, t'as eu l'appel, mais pourquoi ils t'ont vraiment appelé? Donc, il y avait Mickey Donovan qui était l'entraîneur-chef. Lui, il est parti pour les Alouettes. Donc, ils ont nommé son frère comme intérim. Puis, je pense qu'il voulait pas ça. Je sais pas. Je connais pas trop cette histoire-là. Là, mais donc, lui, il a joint son frère avec les Alouettes, plus du côté administration. Donc, ils m'ont nommé intérim pour cette saison-là, en 2018. Puis, la seule règle que j'avais, j'ai dit, tu peux pas dire à personne que je suis intérim. Parce que le recrutement. J'ai dit, si on veut, comme, je vais mettre les chances sur moi encore, là, on va ouvrir le poste, je vais appliquer tout, là, mais juste pour le programme, il faut qu'on garde ça comme normal. Il faut que ça, comme, du monde pense que je suis l'entraîneur-chef pour le reste des années. Puis à la fin de l'année, on va avoir une entrevue, puis c'est correct, là. Donc, ils ont accepté de faire ça. Puis c'est un appel que j'ai eu, comme je t'ai dit, j'étais en Los Angeles, puis je l'ai rencontré dans le directeur des sports dans un Starbucks à part, comme personne ne savait. Puis après ça, j'étais nommé, je pense en juillet, j'étais nommé. Donc, c'était vraiment tard. Ouais, c'est tard. C'était au début de juillet, je pense. Donc, c'est là que j'avais une couple de choses. J'ai dit, regarde, il faut que tu me laisses amener un coach. Donc, j'ai amené Guillaume avec moi
parce que Guillaume, il travaillait dans un autre job. Donc, j'ai amené Guillaume, puis c'est là qu'on a commencé notre processus de virer ce programme-là de où c'est présentement. C'est quoi le meilleur conseil que tu as jamais reçu comme coach? Que j'ai jamais reçu? J'ai jamais reçu un « crois en toi ». Comme personne ne m'a jamais dit « crois dans toi puis qu'est-ce que tu peux amener à un programme ». Donc, ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est hyper important. Mets ton ego à côté, puis vraiment, mets les faits sur la table, puis dis comme, OK, je suis bon à quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Puis juste crois dans ton processus, crois dans la façon dont les choses vont arriver. Il y a tout le temps comme, ouais, c'est philosophique un peu, là, mais il y a tout le temps une raison pourquoi. Donc, cette journée-là que j'ai pas une entrevue, puis ils m'ont envoyé un courriel, ils disaient, ouais, t'es pas considéré. Côté égo, ça a fait mal. Mais il y avait une raison pour ça. Donc, c'était pas le temps. Mais en 2018, c'était le temps. Puis en 2018, j'étais prêt. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est hyper important pour tout le monde. Si tu veux atteindre un objectif, mets ça devant. Moi, mon objectif, c'était d'être entraîneur-chef avant que je 40 ans. Ça, c'était mon objectif. Tu l'as réussi? Oui, tu l'as réussi. Ouais, j'ai réussi. J'étais 38. Très hot. Donc, c'était ça l'objectif. Puis, believe in yourself. Non, exact. Puis, tu sais, ils disent, the act of taking the first step, c'est le truc le plus important. C'est qu'est-ce qui sépare les winners des 100%, losers. 100%. Mais donc, c'est bon. C'est hot. Kim, crois en toi. Ouais. De l'autre côté, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Sois toi-même, sois toi-même. Puis j'ai pas écouté au début, comme je t'ai dit, mais ça, c'est quelque chose comme, je rappelle, be who you are. Comme, si t'es ça, il y a personne qui peut te rapprocher sur rien. T'es à l'aise dans tout ce que t'as dit. Soit comme, peu importe la situation, il y a personne qui il y a du monde peut-être qui m'aime pas, puis c'est correct. Comme, moi, je m'en fous un peu. Là, comme, moi, je m'en vais en avant. Je pense pas dans le passé. Toutes les choses que j'ai faites, je pense que j'ai fait les choix que j'ai faits dans ma vie, puis les choix que j'ai faits comme coach, c'était tout le temps pour l'équipe en premier. Tout le temps. Quand on parle de notre équipe, c'est tout le temps nous. C'est pas moi. C'est jamais moi. Moi, je fais partie de tout ça. Oui, j'ai le calotte d'entraîneur-chef, mais c'est tout le monde ensemble. Ça prend le village pour atteindre l'objectif, puis ça prend tout le monde. Donc, je vais jamais dire moi. Jamais. C'est nous. Puis ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est hyper important. Côté familial, côté de l'équipe, ouais. C'est hot. Parlons-en de Concordia. Je pense que tu avais une vision quand tu as voulu partir, quand tu as eu ce poste-là, quand tu as amené Guillaume avec toi. C'était quoi cette vision-là? Moi, je trouvais, quand même quand j'étais là, Concordia était comme un... C'était comme un diamant qui était dans le sol, il était comme... It just needed to be cleaned up. Puis je trouvais qu'on avait tout le temps eu des très gros athlètes. C'est rien à part de qu'est-ce que les autres ils ont fait avant moi. Là, comme, mais c'est le côté structure, ce côté processus qu'il manquait, moi, je trouvais. Juste l'antidote, là, comme côté académique. Okay? Quand on a pris charge, puis ça, c'est rien contre personne. Là, je ne vais jamais dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre, là, parce que je perds le temps de dire ça, puis c'est pas l'objectif. Mais notre équipe, le moyen d'équipe, c'était 1-9-8. Donc, l'équipe coulait. Donc, quoi? Ouais. Donc, l'enfant... Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je jouais. On avait tout le temps beaucoup de talent, mais chaque année, on remplaçait du talent parce qu'ils n'étaient pas capables de réussir à l'école. Parce que Concordia, c'est la beauté de Concordia. Ils donnent une deuxième chance à tout le monde pour aller à l'université. Ça, c'est la fondation de l'université, c'était ça. Parce que tu avais McGill, tu avais des autres classes, puis Concordia, c'était on va donner une deuxième chance. Mais avec cette chance-là, il faut que tu fasses tout pour atteindre ton objectif puis réussir. 100%. Donc, il n'y avait pas de période d'études, il n'y avait rien.
Donc, nous, on a juste implémenté un période d'études, puis on gardait tout le monde là-dessus. Donc, il fallait que tu fasses tes heures là-dedans. Il faut juste être accountable. Juste être accountable à tes études. Là, je suis fier de dire, notre moyenne d'équipe présentement, là, aujourd'hui, c'est 2,8. On a 35 joueurs en haut de 3,0. On a gradué 19 joueurs l'année passée avec leur bac. Ça, c'est quelque chose que, dans mon temps, on n'avait jamais eu 19 joueurs qui graduaient. On a fait notre banquet, puis la ligne, c'était infini. Là, puis ça, c'est quelque chose... Oui, on veut gagner des matchs. On veut gagner des championnats. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Mais à la fin de tout ça, là, comme si tu gardes personne à l'école, puis tu es tout en train de remplacer du monde, tu peux pas bâtir un programme. Donc, ça, c'est la chose que nous, on a pris charge de ça, puis on a mis l'emphase là-dessus. Puis c'est aussi qui tu recrutes. Si tu recrutes du monde avec des cotères ils n'ont pas de deck ou whatever, t'en as besoin de donner une chance à un ou deux, mais si t'as 20 comme ça, c'est sûr et certain ton classe de recrutement va réduire à 5 personnes après, parce que tu peux pas bâtir avec ça. T'as pas de base, vraiment. Exact. Donc, c'est vraiment hyper important de garder tout le monde à l'école que tu peux bâtir avec eux. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Donc, comme je te dis, nous autres, on a des très bonnes facultés à Concordia. On a été nommé numéro 1 faculté admin cette année de Bloomberg au Canada. Notre côté génie, on est vraiment fort en génie, dans les sciences aussi. Donc, on a des très beaux programmes. Puis, on peut les amener, les joueurs, à atteindre un bac de qualité. Mais ça prend un support. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec notre coordonnateur académique. Son nom, c'est Craig Beamer. Il est là temps plein pour nos joueurs. Puis, dès que j'ai pris charge, j'ai pris un premier rendez-vous, c'était avec lui. Il dit, regarde, on va implémenter ça, on va faire ci. Parce que lui aussi, il était tanné de tout le temps avoir des problèmes avec les joueurs de foot. Comme, ils passent pas leur cours, il faut qu'ils prennent des cours d'été. Puis c'est normal, il y en a qu'il faut qu'ils prennent des cours d'été. Ça fait partie de la game, mais... juste de réduire le nombre de joueurs qui prennent des cours d'été pour être éligible, hyper important pour ton programme. Puis nous, on demande à chaque joueur de prendre 24 crédits pendant l'année. C'est pas 18. 18, c'est le minimum. Nous, j'ai appris ça à Laval, c'est de prendre 24. Parce que si tu as ton deck puis tu prends 24 crédits, en 3 ans et demi, tu vas avoir ton bac. Ouais. Donc, c'est ça l'objectif. Tu peux pas prendre 5 cours, c'est trop. Mais si tu veux prendre des cours d'été juste pour avancer, tu peux le faire. Mais nous, c'est de garder tout le monde. Puis le 24, c'est la beauté de tout ça. C'est pendant une saison, si ça va mal dans un cours, au moins, tu as du lousse. Puis quand tu es à 3 cours, tu n'as pas de lousse. Donc, tu vas avoir un échec sur ton dossier. Mais si tu peux dropper le cours pour sauver ta moyenne, mais tu es encore éligible, ça donne du lousse. Donc, moi, je rappelle la première fois que j'ai dit à tout le monde, il faut que tu prennes 24 cours, 4 cours par session. Il y a des joueurs qui m'ont dit que j'étais fou. J'étais comme, qu'est-ce que tu faisais? Je suis fou. Je suis en administration, c'est tough, c'est si. J'ai dit, garde, à l'autre classe, là, il y avait du monde en médecine qui prenait 4 cours. Je suis pas mal sûr que tu es capable. Donc, c'est la volonté, c'est change tes habitudes. Tu vas mettre ton nez dans tes tu vas avoir un plan. Suis le plan. Puis reste sur tes livres puis tes examens, tout va bien aller. Puis ces gars-là qui me questionnaient, ils ont eu leur bac, puis ils sont tellement contents. J'ai croisé un à notre banquet, puis il fait très bien dans sa vie présentement, puis c'était lui qui... Je l'ai rappelé, je dis « Hey, tu te rappelles-tu? » Il dit « Ouais, je sais, mais c'est des histoires comme ça que, à la fin de tout ça, comme « Hate me now, love me later ». Non, exact. C'est juste ça. Mais c'est hot, c'est une super belle initiative. Puis l'affaire, moi, que je trouve beau du sport aussi, c'est que moi, personnellement, qu'est-ce qui me manque du sport, c'est le fait d'avoir vraiment la structure autour. Dans le sens que, tu sais, ça paraît gros d'avoir 4 cours peut-être durant le sport, puis bon, c'est très faisable, tu sais, tous les athlètes, la majorité le font. Mais comme l'affaire qui est beau, c'est que justement, c'est vu que tous tes horaires sont déjà prédéfinis. Fait qu'après ça, tu peux juste jouer avec ça, puis prendre ton beat, puis où est-ce que, quand il n'y en a pas, moi, j'en connais des gens, la majorité des gens que je connais sont pas dans le foot, là, on parle de 100 joueurs dans les universités, de plus de 10 000 personnes. Fait qu'il y en a beaucoup des gens, puis c'est pas parce que tu fais un sport que... On a tous les mêmes cours, c'est vraiment ta personne à toi, comment tu veux set ta barre,
Ou est-ce que toi, tu es prêt à la setter, en fait, pour atteindre ça? Tu sais, tu me fais penser que tu as appris ça à Laval. Moi, là, j'ai beaucoup de chums, tu sais, je veux pas, je joue à Lennox, qui sont à Laval présentement. Puis, ils ont tout ça, là. Ils ont tous fini soit leur bac, puis ils commencent une maîtrise. Ils ont tout. Puis, on a tous commencé l'université en même temps. Oui, c'est ça. Nous autres, on avait, dans toutes mes années à Concordia comme joueur puis comme coach, on n'a jamais eu quelqu'un en maîtrise. Jamais. L'année passée, on a 6. 6 joueurs qui font la maîtrise. Puis ça, c'est un réussite ben oui, 100%. pour nous, là, comme programme. Là, comme, quand tu vois, comme ça, quand on fait des visites de recrutement, je le mentionne aux parents. Comme un gars de 18 ans, 19 ans, il pense pas à ça. Mais je dis, regarde, pense à ça là. Parce que faut que tu gardes tes notes élevées pour atteindre la chance d'appliquer dans une maîtrise. Si tu n'es pas à 3.0 ou quoi, tu peux pas. Donc, pense dès le début. Parce qu'un bac, veut pas. Un bac, c'est un bac. Tout le monde peut en avoir un. Mais une maîtrise, pas tout le monde peut l'avoir. Puis si tu as une maîtrise, tu vas faire plus d'argent dans 100%. Tu vas faire plus. Donc, pourquoi pas, c'était l'objectif plus haut possible. Puis si après ton bac, tu veux pas le faire, au moins tu avais la chance de le faire si tu voulais le faire. Exact. C'est ça la différence. Ça va t'avoir surtout... Tu as plus de positif à le faire de même que de pas le faire, tu sais. Exact. C'est comme quelqu'un au cégep présentement, si dans Sciences Nat, toutes les portes sont ouvertes, c'est toi qui vas faire le choix. Où tu veux aller, dans quel programme tu veux aller. Si tu es en sciences sociales, c'est rien contre ça. Moi, j'ai fait de sciences sociales plus ou moins, là, puis c'était correct, là, ça m'a aidé. Mais si tu as toutes tes maths, toutes tes sciences, c'est toi qui fais la décision à la fin de la journée, parce que tout le monde veut faire admin. Exact. Il y a beaucoup de monde qui veut faire admin. La beauté, chez nous, on a un plan. Si tu n'as pas tout ça, on peut t'aider à atteindre ton objectif. Puis je suis le premier à dire, je ne vais jamais dire à un recrue, non, fais pas ça. Je suis qui à dire ça? Mais je vais donner le plan, je vais donner les outils à atteindre ton objectif. C'est à toi à faire le travail pour atteindre ça. Donc ça, c'est quelque chose... si tu n'as pas de plan, ça ne donne rien. Mais si tu as un plan, puis nous, présentement, c'est roudé, là, comme on sait qu'on peut aider les jeunes à atteindre leur objectif. Donc, c'est grâce à la structure qu'on a mis en place. Tu sais, les études... Moi, quand je jouais au foot, j'étais dans la vieille mentalité. Là. Moi, j'allais jouer au foot, puis... Ouais. J'ai jamais eu de misère à l'école. Fait que, comme, pour moi, c'était normal. Tu sais, je le savais que j'allais quand même livrer la marchandise. Fait que, j'étais vraiment, vraiment assidu côté école, tu sais. J'avais tout le temps des bonnes notes, mais je me posais pas trop de questions. Fait que, tu sais, quand j'étais au cégep, mettons, j'avais juste des cours de base. J'étais pas en sciences nat, j'ai fait aucune maths. Moi, j'allais jouer au foot. Ouais. Mais c'est après ça, quand je suis rentré à l'université, que là, tu sais, je suis rentré au cégep avec cette mentalité de jouer au foot. Sauf que là, après 3 années de football, tu grandis à travers ça aussi, puis tu changes en tant que personne. Puis tu vois, après 3 années de foot à Lennox, ben après ça, c'était comme, ben là, j'avais d'autres objectifs dans ma vie que de vraiment continuer à jouer au foot. Fait que c'est par la suite que j'ai frappé un mur. Parce que je suis rentré à l'université, puis que ben, la seule place que je pouvais vraiment aller, c'était dans des affaires que je voulais pas faire parce que j'avais aucun crédit pour faire d'autres choses. Fait que, bon, ben, c'est pas grave, il y a une solution à tout, tu sais. J'ai rentré à l'université pareil, mais il a fallu que je fasse des cours d'extra, que je rentre pas au bac, que je fasse un micro-programme à la place. Puis, tu sais, fait que là, c'est là que j'ai dû me construire un plan, mais tu vois que c'est là que ça m'a appris à travailler. Ça m'a appris à... J'avais jamais fait ça avant, là. Ben, c'est probablement grâce au sport aussi. Toutes les choses que tu as faites pendant comme joueur, c'est des habitudes que tu as appris. Tu mets le même effort que tu as mis dans ton sport, sur tes études, tu vas réussir. Ouais, exactement. C'est ça, il n'y a pas de secret potion à rien, là. C'est vraiment mettre ton nez dans tes études puis travailler fort. Mets le même effort que tu mets dans ton entraînement, dans tes pratiques, sur tes études. La seule chose qui peut arriver, c'est des bonnes choses. C'est sûr et certain. Puis, comme je te dis, de dire à quelqu'un tu peux pas le faire, je trouve ça pas cool, là, comme si quand un coach me disait ça, je dis comme t'es qui? Ouais, tu me connais pas encore, là, je dois te montrer. Pour moi, c'est OK, c'est quoi le plan? Comment qu'on peut t'aider? C'est ça que tu veux, parfait. Mais il faut que tu aies un plan. Donc, si tu parles de... si tu dis la merde sur un plan, puis les parents sont là, c'est toi. À la fin de la journée, ils vont dire mais vous m'avez dit de faire ci, ça, puis regarde, ça n'a pas marché.
Donc, nous, on a vraiment bâti des plans pour chaque programme. Tu veux atteindre ça, chaque programme, on a un plan. Donc, comme un plan de football, développement, on a un plan d'académique aussi. Est-ce qu'il y a des choses que les gens valorisent, mais que pour toi, c'est pas vraiment une priorité? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a plein de choses que je pourrais dire, mais la chose la plus importante pour moi, c'était de grimper l'échelle. Moi, je valorise pas ça. Comme moi, je crois dans le processus. Je crois dans le développement. Je crois dans apprendre. Puis, il y a plein de monde présentement qui veut tout là. Mais quand tu prends... comme je t'ai dit au début, d'être entraîneur-chef, c'était un objectif pour moi. Puis si en 2012, j'étais nommé entraîneur-chef, hey, j'ai réussi mon objectif, mais je n'étais pas prêt. Juste d'avoir la chance d'apprendre de quelqu'un, puis montrer les façons de faire, c'était vraiment important pour moi. Puis c'est... Maintenant, tout le monde veut tout il veut tout maintenant. Ça, c'est juste normal dans la société. Ils veulent là, comme... Même dans le marché du travail, du monde veut un raise. Il veut tout l'argent maintenant. Mais non, il faut que tu prends ton temps. Apprendre de chaque... Hey, be indispensable. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Fais tout. Que le coach... Personne ne peut t'enlever ta job parce que tu connais trop de choses. Puis en faisant ça, tu grandis comme individu. Tu grandis dans ta profession. Puis tu vas grimper tranquillement. Ça peut prendre 5, 6, 10 ans, mais tu vas être là un moment donné. Mais de sauter de là à là, d'habitude, ça marche pas, puis t'es pas prêt, puis t'es congédié. Donc, pour moi, c'est ça. Quand tu me poses cette question-là, je pense à ça. C'est vraiment bon. Merci d'avoir partagé ça. Hein. C'est une belle façon de voir les choses, puis moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de misère. Là. Surtout quand tu lances des projets ou tu essaies des choses, c'est tough d'être patient, mais ils parlent d'être 1% meilleur à tous les jours. T'sais. C'est être 1% meilleur à tous les jours. T'sais. Au début, j'ai de la misère à le comprendre, mais finalement, c'est 1% meilleur à tous les jours. C'est pas nécessairement de... Ben écoute, ça veut pas dire qu'à la fin de l'année, tu vas être... Où est-ce que tu veux vraiment aller? Mais la différence, c'est qu'à tous les jours, tu as avancé au moins d'1%. Ah, ça, c'est sûr. Puis où tu commences puis où tu finisses, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Donc, prends le temps d'apprendre de chaque personne. Trouve-toi quelqu'un si tu es un comptable, trouve quelqu'un que tu vois quelque chose dans eux puis demande des questions. C'est la même chose dans le coaching. Demande des questions. Même chose comme joueur, comme pas partant. Pose des questions à chaque individu pour savoir comment tu l'as fait. Hey, t'as pas habillé pour 3 ans, là, t'es partant. C'est quoi t'as fait? Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve que maintenant, dans notre société, comme je t'ai dit, on veut tout maintenant. Mais si tu prends le temps, je te garantis ta carrière va être bien plus intéressant. Tu vas avoir un bagage incroyable que les autres, ils n'ont pas. Puis tu vas rester dans ta job bien plus longtemps. Puis tu vas... Hey, ça se peut que tu vas être le gros boss à un moment donné. Mais ça a pris du temps. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Exact. Concordia cette année, 2025, 3e place RSEQ. Avec un peu de recul sur la saison, comment tu décrirais la saison 2025? Il y avait des hauts et des bas, ça c'est sûr. Mais ça, c'est la beauté de notre conférence. Comme nous, on a on a Laval-Montréal dans notre conférence. On a joué 2 fois chaque équipe. C'est ça, c'est un défi. Mais on avait des plans. On voulait gagner ces matchs-là. Puis on s'est dit, il faut qu'on gagne contre Sherbrooke puis McGill pour s'assurer d'être 3e. Quand on a battu McGill le dernier jeu de la match, on a eu une interception par Cousins Clairvaux dans l'end zone. Je pensais que c'était notre 2e match. On venait ici à Sherbrooke pour jouer un gros match contre eux. Puis je pense que notre équipe on lisait qu'est-ce que tout le monde disait de nous. Tu comprends? On pensait qu'on était mieux. Puis ça, c'est notre faute comme staff. On a laissé ça aller. Au lieu de dire non, on a quand même mentionné, hey, fais pas ci, fais pas ça. Un voyagement à Sherbrooke, jouer sur le pelouse, c'est différent. Mais à la fin de la journée, c'est le football. Eux, ils ont sorti fort. Nous, on n'a pas sorti fort. On n'a pas sorti de l'autobus, comme on dit. Puis, on a mangé nos claques. Puis, ça nous mis retourne aux terres. Après ça, on jouait Laval-Montréal-Laval. Donc, c'est 3 gros matchs. Ça
c'était tough, honnêtement, c'était vraiment tough, surtout les 2 premiers. On a monté à Québec, puis on a une très bonne semaine de pratique. Puis ça, on a voyagé la veille, on a couché dans l'hôtel, puis là, j'ai vu un changement dans l'attitude de l'équipe. Quand tu voyages comme équipe, tu viens plus soudé. Ça, c'est la brotherhood qu'on a parlé au début. Puis j'ai vu un changement. Puis on a perdu comme, je pense que c'était 19-8 ou quelque chose comme ça. Puis on était dans la red zone 2-3 fois, puis on n'a pas scoré. Donc on a eu nos chances de gagner. Puis ça fait en sorte que on a pris un pas en avant. Comme tu dis, on veut gagner, mais tu peux prendre des leçons de chaque défaite. Après ça, c'était notre dos contre le mur. Il fallait qu'on gagne les 2 derniers matchs pour rentrer dans les playoffs. Parce que si on en perdait un, c'était fini. Parce que Sherbrooke avait le point d'accord contre nous. Puis McGill, s'ils nous battaient, ils ont battu Montréal. Donc, c'était tough. Mais chaque semaine, on a parlé d'aller 1-0. 1-0. Juste classique, là, comme les antidotes de football. Mais c'était vraiment concentré sur le processus puis qu'est-ce qu'on va faire pour ce match-là. Puis encore une fois, 2 grosses matchs. Ça a fini sur les derniers jeux, les 2 matchs. On a laissé, je pense, on s'est vidé comme équipe sur ces 2 matchs-là. Côté physique, côté mental aussi. Puis rentrer dans le play-off en prenant un recul, je pense que, comme j'ai juste mentionné, on s'est vidé. On n'en restait plus. Puis c'était pour ça qu'on ne s'est pas présenté contre Montréal. Puis on a eu un mauvais match de A à Z. On a fait des choses qu'on n'a pas faites toute l'année. Mais c'est des choses que tu apprends. Puis ça, on avait quand même une jeune équipe sur certaines positions. Puis ça fait grandir eux. Tu viens plus fin, comme tu veux. Dans ton entraînement, tu vas pousser plus fort. On sait qu'on a une très bonne équipe. Mais dans cette ligue-là, c'est tough. Là, comme Montréal-Laval, oui, mais McGill, Sherbrooke, maintenant Bishop rentre. Bishop, je pense que ça va être intéressant aussi. Coach Sheriff fait très bon job là-bas depuis des années. On est hâte de les voir dans notre conférence encore. Ça fait trop longtemps. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Ouais. Surtout ici, Sherbrooke, Bishop, ça va être fun pour eux aussi. Mais juste pour notre santé de ligue, c'était hyper important parce que on voyait du monde, des très bons joueurs qui partaient de notre province pour jouer dans d'autres provinces parce qu'ils disaient notre ligue était plate, il n'y a pas assez de diversité dans vos cédules et tout ça. Mais maintenant, avec le Bishop de retour, je pense qu'on peut ramener ça aux sources puis dire ça, c'est une meilleure conférence au pays. À la fin de la journée, c'est ça. Mais moi, je pense que chaque match, il faut que tu prépares comme c'est un play-off, là, veux pas. Tu peux pas prendre personne à la légère. Ça, c'est grâce à l'investissement que tous les programmes ont fait avec les coachs. Je trouve que quand j'ai commencé, il y avait 2 temps plein, un temps plein à Concordia. Ils ont mis quelqu'un d'autre quand j'étais coach, quand j'étais joueur. Puis là, avec moi, c'était 3, mais comme Laval, il y avait 5. Montréal, il y avait 5, 6. Là, je pense que tout le monde a monté leur niveau. Ils ont fait un investissement dans le coaching. Puis ça fait en sorte que tu peux développer tes joueurs l'année longue. Puis ça aide énormément pour notre sport puis pour notre ligue. C'est pour ça que toutes les autres conférences chialent sur la RSEQ en disant ils ont des joueurs plus vieux. Ça. Non, parce que au collégial, au secondaire, ils commencent à développer les joueurs. C'est très compétitif, la Division 1, Division 2 aussi. Collégial, les 3 divisions sont très forts. Ils ont des très bons joueurs dans chaque division. Puis quand on dit à l'université, c'est le pyramide. Tout le monde s'en vient. Puis quand tu as 29-30 équipes que tu peux feeder toutes les universités, c'est ça que ça donne. Tu as un gros bassin. Puis il y a de la place. Il y a de la place. C'est pour ça que dans le temps, il y avait moins de cégep, donc il y avait moins de... Nous autres, il fallait qu'on recrute à l'extérieur du province. Mais quand tu amènes un gars de 17 ans, puis tu joues contre une équipe francophone qui ont des gars de 20 ans, t'en vas dans un bataille avec un cuillère. c'est même pas fun. Mais dans notre temps, on développait les joueurs. Dans les années 3, 4, 5, ils étaient prêts. Mais là, avec le cégep, on peut les amener, puis ils sont prêts à jouer. Pas toutes, mais il y en a qui peuvent percer l'alignement pas mal vite, puis peut nous aider. Puis je pense, comme je t'ai dit, notre staff fait un très bon job de développer les joueurs. Ça, c'est quelque chose qu'on croit là-dedans. Puis on va prendre un talent de n'importe où. Comme Jeremy Murphy, il était un très bon receveur au collégial Division 3. Il a tout pété. Mais il n'y avait pas grand monde qui recrutait. Puis nous, on était les premiers. Puis
je pense que Montréal ont rentré dans le portrait un moment donné, mais il a décidé de venir chez nous. Puis où il a commencé puis où il a fini, c'est grâce au coaching que Coach Sédou il a donné, puis il a montré comment faire. La fois qui est le fun, quand je parle avec les head coachs, puis je vois un peu chaque programme, comment que vous avez votre façon d'amener puis développer les joueurs. Au bout du compte, moi, qu'est-ce que je suis content de voir, puis qu'est-ce qui n'est pas assez mis de l'avant, selon moi, c'est le fait que tous les programmes, peu importe lequel, ils ont la première vision de développer les joueurs, développer la personne derrière l'athlète. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Après ça, c'est vos plans que vous avez pour les... C'est là que après ça, c'est comment vous voulez les développer. C'est là que vous vous démarquez. Puis c'est là que dans votre recrutement, justement, que vous avez vos façons de l'amener. Mais c'est vraiment hot pour vrai. Comment que les Stingers ont réagi à l'adversité cette saison? Je trouve que il y avait des séances dans la saison mal. Il y avait des séances très fortes, comme vers la fin de l'année. Puis dans ces 3 semaines-là, c'était vraiment tough comme équipe, comme de garder le moral élevé, de garder tout le monde engagé, même le staff, de garder le staff engagé, puis comme, regarde, ça s'en vient, là, ça s'en vient. De voir les positifs en dedans les négatifs. Il faut que tu en trouves quelque chose, puis les choses qu'on peut bâtir là-dessus. Puis je pense que c'est ça que notre staff a bien fait. Ils ont trouvé des petites choses, puis ça a fait en sorte qu'on s'est questionné comme staff. OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de mieux? Qu'est-ce qu'il faut qu'on... Puis ça, c'est créer des conversations. Puis c'est là que, comme j'ai mentionné avec notre staff, ça ouvre les paroles de tout le monde. Comment qu'on peut changer des affaires. Puis de virer de bord, puis quand notre dos était contre le mur, puis réussir à finir 3e. C'était un objectif comme staff qu'on voulait au début de l'année. Puis, donc, contre 2 très bonnes équipes qui même eux aussi voulaient atteindre ce même objectif-là. Donc, je trouve que quand c'était le temps, on a réussi à prendre ce pas-là. Puis vraiment réagir comme il faut. Au lieu de... Ça serait bien facile que tout le monde dise « Ah, c'est fini, on est out ». Mais non, on était encore là-dedans. Puis avec ces 2 derniers matchs, je pense qu'on a montré quelque chose. J'ai hâte de voir 2026. Ça va être excitant. C'est sûr qu'on a parlé en plus du retour de Bishop, mais ça va être cool. J'ai hâte aussi de voir comment la Ligue RSEQ va se développer. Dans ta carrière de coach, tu as été beaucoup impliqué dans le recrutement à plusieurs niveaux. Tu as aidé beaucoup à Laval pour le côté recrutement et tout ça. Maintenant, du côté des Stingers, je suis curieux de savoir qu'est-ce que les Stingers demandent de leurs recrues? Soient eux-mêmes. C'est ça qu'on veut. On veut des individus qui soient eux-mêmes, qu'on donne une plateforme qui peut être eux-mêmes pendant toute leur carrière. Puis, je veux pas changer personne. On va travailler avec l'individu. Est-ce qu'il faut qu'on les ramène des fois? Oui. Mais si quelqu'un veut danser sur quelque chose, il veut faire des choses différentes, go. Fais-le. Je veux pas te changer. Mais rentre dans notre cadre, où on veut aller, dans notre processus. Tu peux aller à gauche ou à droite un peu, mais tu peux pas aller vraiment à gauche ou vraiment à droite. On va te ramener. Mais c'est hyper important que chaque individu soit eux-mêmes dans notre programme. Parce que quand tu essaies de changer du monde, tu mets dans une cadre, puis là, les qualités athlétiques, là, tout se met en question. Hey, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis ça? Donc, si tu peux amener ton propre comme charisme, puis des choses que tu peux amener, c'est pour ça qu'on t'a recruté. C'est pour ça qu'on t'a vu pendant que tu joues au collégial. On veut sa même mentalité ici. Donc, puis ça vient comme infectious, comme ça peut amener du monde autour de eux, de continuer de grimper puis faire les choses comme il faut. Non, j'aime ça. C'est puis je pense que ça paraît dans l'identité de moi les peu de gens que je connais de Concordia, c'est une chose qui ressortait beaucoup de ce côté-là du incluant un peu avec les gens de tout le monde. C'est hot. Quand tu coaches tes joueurs, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La technique ou l'attitude? L'attitude, c'est sûr, c'est la chose plus importante.
juste l'attitude que je veux apprendre, je veux être coachable, je veux prendre toute l'info que tu me donnes. À la fin de la journée, nous, comme coach, comme quand je coachais, je donnais tout le temps cet exemple-là. Moi, j'ai une coffre que je donne plein de techniques que tu peux utiliser. Ça ne veut pas dire que je vais te corriger. Hey, tu n'as pas utilisé la propre technique. Est-ce que le gars t'a bloqué? Es-tu déplacé? Que tu étais capable de le pousser? Ou non, à la fin de la journée. Mais moi, je rappelle, j'avais un coach comme ça aussi qui m'a montré, il dit, je te donne tout ça, fais ce que tu veux avec, mais assure-toi que ça marche. Donc, moi, je trouve que, oui, le côté technique, c'est vraiment important, surtout sur certaines choses. Mais à la fin de la journée, est-ce que was the job done? Est-ce que j'ai réussi? Parce que c'est comme joueur, comme je rappelle, si tu fais un très bon jeu, là, puis le coach il est là avec son clicker, puis avec son fast-forward, rewind, qu'il met un super slow-mo, pourquoi t'as pas mis ta main là? Ouais, mais coach, le gars, il bougeait, là, comme... Moi, je rappelle, j'avais des fois, je mentionnais ça au coach, après, pas devant tout le monde, mais je dis, coach, je comprends ce que tu vois, mais toi, t'es super slow-mo, moi, je suis full pin. Donc, ma main était là, ouais. Est-ce que ça pourrait être là? Oui, 100%, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le gars était bloqué? Oui ou non? Puis, oui, mais l'attitude, il faut que tu peux pas mettre ça devant tout le monde. Il faut que tu parles un contre un avec le coach, puis il faut qu'il comprenne que, à la fin de la journée, est-ce que j'ai réussi est-ce que j'ai réussi qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Peu importe comment. Hey, si tu as besoin de comme faire un technique que j'ai jamais vu, mais ça marchait, hey, good job. Prochaine fois, pense à faire ça. Ouais, c'est plus ça, là, comme t'as joué au foot, là, tu sais comment c'est, ça va 100 000 à l'heure devant toi. Oui, tu veux mettre ta tête pour plaquer quelqu'un comme il faut, mais à la fin de la journée, quand ça va 100 000 à l'heure, puis t'as pris ta main, puis t'as trébuché le gars, puis il a tombé, t'as réussi à le plaquer. Ouais, exact. C'est ça, mais d'avoir une bonne attitude quand tu viens, puis sois coachable. Essaye au moins. C'est pour ça qu'on pratique. Essaye la technique. Pendant un match, j'espère que dans ta tête, tu dis cette technique-là va marcher puis tu l'utilises. Mais si pour un rep, tu n'as pas utilisé cette technique-là, je ne vais pas être fru avec toi. Là. Je comprends. J'ai déjà joué un joueur de ligne, j'ai déjà joué. Mais le job est fini. Comme moi, quand je coachais les running backs, j'ai dit, garde, de ton stance aux lignes de mêlée, je peux t'aider. Moi, je peux t'amener de là à là. Après ça, il y a de la technique là-dedans. Après ça, t'es un running back pour une raison. Tes qualités athlétiques, t'es là pour toutes les choses que t'as faites. Après ça, go. Comme moi, je rappelle avec Guillaume, puis avec tous les très bons running backs qu'on a eus, t'es là comme, hey, regarde, le trou était là. Ouais, my coach, je peux te dire, là, j'ai pas vu, mais j'ai vu ça ici, puis j'ai pris à 100 000 heures. Hey, good job. On a eu 5 verges, parfait. Prochaine fois, hey, juste sois à l'aise, sois conscient que peut-être tu pourras avoir le cutback. Ah, parfait, good. Prochain jeu. Donc, c'est des choses que, comme coach, il faut que tu amènes des standards à 100%, mais il faut que tu laisses les joueurs soient eux aussi. Jouer au foot à 100 000 à l'heure. Quand tu es trop technique, tu ralentis. Donc, tu montes toutes les techniques possibles. Après ça, utilise ceux qui t'aident toi. Puis à certaines positions, c'est pas comme ça. Comme un botteur, c'est la répétition, puis il faut que tu mets c'est vraiment technique. Long snapper, des gars qui me disent peux-tu montrer comment faire des longues remises? Mais oui, mais ma façon, il est complètement différent que la tienne. Puis avec notre long snapper, des fois, il me dit comment t'as fait ça comme ça? Je dis c'est comme ça que je faisais. Puis ça marchait. Toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça. À la fin de la journée, est-ce que la balle sort? Est-ce que la balle vient au punter? C'est ça qu'on demande. Exact. Es-tu à la bonne place? Exact. Tout simplement. C'est quoi le mot d'ordre pour 2026? Hey, c'est de continuer de suivre sur le processus qu'on a établi l'année passée, de continuer de grandir chaque semaine, chaque match. On sait que ça va être tough. On sait qu'il y a des très bonnes équipes, mais je pense que nous, dans notre préparation d'off-season, qu'on est en train de le faire présentement, nous, on a mentionné, on veut être tough mental. On veut être mentally tough. Donc, peu importe la situation, peu importe à rien, on est prêt. On est prêt à grimper la montagne, peu importe qui est devant nous, puis suit le processus avec ce qu'on fait
chaque étape est hyper important. Regarde pas en avant, juste sois conscient où t'es, puis bâtir autour de ça. Parce que je pense qu'on a des très bons joueurs autour de nous. On a des changements, comme on a mentionné, 19 joueurs qui sont partis. Mais avec la classe de recrutement qu'on a amené, je pense que on a des très bons joueurs qui vont rentrer puis nous aider. Puis on est hâte de les travailler avec eux. On a eu quand même 8 gars qui ont rentré en l'hiver, qui sont déjà avec nous. Donc ça, c'est quand même fun de les voir aller. Chaque jour dans l'entraînement, parce que notre entraînement il est difficile, mais comme n'importe quel programme, c'est demandant, c'est une job temps plein, l'off-season, mais quand tu fais toutes les choses comme il faut, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité, Brad Carlson. Merci, man, d'être venu en studio. J'ai vraiment aimé notre discussion. Super belle mentalité de coaching, là. Très... c'est bizarre de dire ça, mais mature. Non, j'ai trouvé ça hot. Merci, man, d'être déplacé. Merci pour l'invitation, puis c'était vraiment fun.